commission. Donc, nous allons commencer par l'audition de Madame Valérie Masson-Delmotte. Ensuite, nous aurons une communication de Monsieur Jérôme Bignon, qui est président du groupe de travail sur le suivi des négociations internationales sur le climat et l'environnement et la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Et il nous fera une communication sur l'intégration des objectifs du développement durable dans le processus budgétaire. Nous aurons également à désigner le rapporteur sur la proposition de loi portant création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et nous aurons également à désigner un rapporteur pour avis sur le projet de loi de finances pour 2019. Donc nous commençons par l'audition de Madame Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue et qui est membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Je voudrais juste rappeler, mais je sais que vous le savez tous, que le GIEC a été créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est l'autorité scientifique qui est chargée d'évaluer les évolutions en matière climatique. C'est une organisation qui regroupe la quasi-totalité des États, puisque 195 États en sont membres. Et c'est une structure unique et originale dans la mesure où elle réunit à la fois des scientifiques et la communauté politique, puisque Mme Masson-Delmotte vous le dira, les États sont amenés à approuver les conclusions scientifiques qui sont celles du GIEC. J'ajouterai que le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix en 2007 et a très très largement contribué à la prise de conscience de l'ampleur des conséquences des changements climatiques. Le GIEC a présenté il y a quelques jours seulement un rapport sur les conséquences d'un réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Ce rapport était prévu par les accords de Paris, qui ont prévu un certain nombre de rapports, vous nous en parlerez certainement, Madame, qui doivent être déclinés. C'est un rapport qui était très attendu. Il a été rédigé sur la base de 6000 études, par 86 auteurs issus de 39 pays, et il a fait l'objet de 42 000 observations. C'est donc un travail, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'il est tout à fait sérieux. Et le résumé pour les décideurs qui l'accompagnent a été approuvé par les États en session plénière ce lundi. Vous me disiez en arrivant que c'était des débats qui avaient duré, je crois, pas loin de 40 heures. 100 heures, et donc qui avaient été, je crois avoir lu une interview où vous disiez qu'ils avaient été un petit peu rugueux, mais vous nous en reparlerez certainement tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie d'être là parce que voilà, vous avez eu quelques journées et quelques nuits assez chargées. Vous arrivez tout juste de ces réunions. C'est un rapport qui est attendu, surtout que nous sommes à quelques semaines de la COP 24. C'est un rapport que nous attendions tout particulièrement, puisque notre commission est évidemment très impliquée sur ces sujets, notamment le groupe de travail que préside Jérôme Bignon et que j'évoquais tout à l'heure. Ce rapport, je crois qu'à la fois il est lucide, parce qu'il souligne la gravité de la situation avec une manifestation tangible des premiers effets de ces réchauffements climatiques et l'annonce de ce qu'il faut attendre, ou plutôt de ce qu'il faut redouter. Et en même temps, c'est un rapport qui n'est ni fataliste ni pessimiste, puisque vous dites que si on arrive à un sursaut exceptionnel, on pourra limiter les effets de ces dérèglements climatiques. Avant de présenter ce rapport, ce serait peut-être utile que vous puissiez nous donner quelques indications sur la manière dont fonctionne le GIEC, sur la manière dont sont choisis les experts du GIEC, et notamment sur la manière dont vous travaillez, puisqu'il y a eu quelques articles, notamment dans la presse anglo-saxonne, faisant état de pression sur l'indépendance des experts. Et donc, je crois que ce serait intéressant que vous puissiez, avant de nous présenter le rapport, nous dire quelques mots sur ce sujet. Voilà, je vous laisse la parole en vous remerciant encore une fois d'être là ce matin. Je vous remercie de cette invitation et je préfère démarrer cette présentation avec les 4 messages clés du rapport. Le changement climatique affecte déjà les gens, les écosystèmes et les moyens de subsistance partout. Il y a des avantages indéniables à limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés ou plus, et chaque demi-degré compte. Limiter ce réchauffement global à 1,5 degré n'est pas impossible, mais demanderait des transitions sans précédent dans tous les aspects de la société, et la volonté politique est cruciale.
Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré peut aller de pair avec la réalisation d'autres objectifs mondiaux du développement durable pour l'amélioration de la qualité de vie de tous. Alors ce rapport, c'est le résultat du travail en fait de 91 auteurs de 40 pays, à parité entre les pays développés et les pays en développement. Nous avons reçu plus de 500 propositions d'auteurs émanant des différents gouvernements et des organisations observatrices du GIEC. Les coprésidents et les vice-présidents des 3 groupes de travail ont fait au consensus la sélection des auteurs de ce rapport. Ils ont choisi d'y associer 133 contributeurs supplémentaires. Ils ont passé en revue 6000 publications scientifiques, les 3/4 nouvelles depuis le précédent rapport du GIEC. L'invitation de la COP21 a suscité une réponse extrêmement forte de la communauté scientifique internationale qui a produit ces connaissances nouvelles à temps pour qu'elles puissent être passées en revue par les auteurs. Les chapitres qui font la base de ce rapport font l'objet de relectures successives. C'est le principe du peer review qui est essentiel en sciences. Nous avons reçu plus de 42 000 commentaires de plus de 1000 relecteurs de la communauté scientifique et des gouvernements dans les 3 phases de relecture du rapport. Les conclusions, sur la base des faits scientifiques, ont ensuite été discutées avec les délégués des 195 pays, mot pour mot, phrase par phrase, sur la base des faits scientifiques et de la solidité des faits scientifiques dans la littérature évaluée par les auteurs. Je pense que vous allez mesurer à quel point ces faits scientifiques sont solides quand vous comprendrez les implications pour les différents pays qui ont des agendas extrêmement différents. Je vous présente maintenant une synthèse des points clés de ce résumé pour décideurs. Donc il est ici, il est en anglais sur le site web www.ipcc.ch. Il fait 30 pages, il y a 4 figures clés. Aucun des éléments proposés par les auteurs le dimanche soir avant l'approbation n'a été enlevé. Donc la première section de ce résumé pour décideurs, elle porte sur comprendre ce que veut dire 1,5 degré de réchauffement global. Où en sommes-nous aujourd'hui? Depuis la période pré-industrielle, les activités humaines ont provoqué un réchauffement planétaire de l'ordre de 1 degré, entre 0,8 et 1,5 degré, et 1,2 degré, excusez-moi. Nous vivons déjà avec les conséquences de ce degré de réchauffement dû aux activités humaines, avec l'intensification d'événements extrêmes, la montée du niveau des mers et le recul de la banquise arctique, parmi d'autres changements. Si le monde continuait à se réchauffer au même rythme, le réchauffement planétaire atteindrait 1,5 degré entre 2030 et 2052. Alors que les émissions passées, depuis la période pré-industrielle jusqu'à aujourd'hui, vont continuer à provoquer des changements dans le système climatique, ces émissions passées n'amèneront pas le réchauffement à atteindre 1,5 degré. Tout va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. La seconde partie du résumé pour décideurs porte sur les projections de changement climatique, les impacts potentiels et les risques associés. Et je dois dire que sur ce point, nous avons préparé ce rapport parce qu'en 2015, il n'y avait pas assez de connaissances suffisantes pour éclairer les choix politiques, pour savoir les risques évités entre stabiliser le réchauffement à 1,5 degré et 2 degrés. Sur la base de très nombreux travaux récents, nous avons maintenant une image claire des risques évités si le réchauffement est stabilisé à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Les modèles de climat projettent des différences robustes entre un monde 1,5 degré et 2 degrés plus chaud. Chaque demi-degré de réchauffement compte par rapport aux impacts. Quelles sont ces différences? Le niveau d'augmentation de la température moyenne dans les océans et au-dessus des continents. L'intensification des extrêmes de température dans toutes les régions habitées. Les événements de pluie torrentielle dans de nombreuses régions. Et les sécheresses dans certaines régions, en particulier toute la région méditerranéenne. D'ici à 2100, la montée du niveau des mers, qui va de toute manière se poursuivre, serait 10 cm moins importante si le réchauffement est stabilisé à 1,5 degré plutôt que 2 degrés. Cela se traduirait par 10 millions de personnes au moins dans le monde exposées aux conséquences de la montée du niveau des mers. On estime qu'environ 100 millions de personnes seront exposées à ces conséquences pour 1,5 degré de réchauffement planétaire. La perte de biodiversité et le risque d'extinction d'espèces sur les continents seraient 2 fois moindres à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Cela permettrait de réduire les pertes de rendement pour les céréales, comme le blé, le maïs ou le riz,
et d'autres céréales, en particulier en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La population mondiale exposée aux pénuries d'eau serait 2 fois moindre à 1,5 degré qu'à 2 degrés de réchauffement. Dans les océans, un réchauffement de 1,5 degré entraînera une dégradation de 70 à 90% des récifs de coraux tropicaux. À 2 degrés, c'est plus de 99% des récifs de coraux qui seront très fortement dégradés. Les conséquences du réchauffement dans les océans seraient beaucoup plus élevées à 2 degrés qu'à 1,5 degré, avec par exemple une chute plus importante du tonnage des pêcheries, en particulier dans les régions tropicales. Limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés pourrait réduire de plusieurs centaines de millions les personnes exposées aux risques climatiques et susceptibles de basculer dans la pauvreté. La troisième partie de ce résumé pour décideurs porte sur les émissions et les transitions de grands systèmes compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Pour contenir ce réchauffement global à 1,5 degré, les émissions de dioxyde de carbone devraient diminuer de 45% en 2030 par rapport à 2010. Pour comparaison, si on veut stabiliser le réchauffement à 2 degrés, c'est 20% de moins à horizon 2030. Donc 1,5 degré, ça implique d'agir plus fort à court terme. Pour contenir le réchauffement global à 1,5 degré, les émissions mondiales de CO2 devraient atteindre le net zéro vers 2050. Cela implique que toutes les émissions résiduelles devraient être compensées par des actions pour extraire le CO2 de l'air et le stocker de manière durable. Donc net zéro à horizon 2050 pour stabiliser à 1,5 degré. Par comparaison, pour stabiliser à 2 degrés, c'est net zéro à horizon 2075. Les mêmes transitions, les mêmes actions, mais plus rapides, pour avoir une chance de contenir le réchauffement à 1,5 degré et éviter les conséquences potentiellement irréversibles d'un dépassement de 1,5 degré. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, cela implique aussi la réduction de rejet d'autres substances que le dioxyde de carbone. Beaucoup de ces substances qui affectent le climat affectent aussi la qualité de l'air. Agir dans cette direction aurait des effets immédiats sur la qualité de l'air, avec des bénéfices immédiats en matière de santé publique. Limiter le réchauffement à 1,5 degré, ça implique des changements à une échelle sans précédent historique, c'est-à-dire des réductions d'émissions dans tous les secteurs, l'utilisation d'une large palette de technologies, des changements de comportement et une réorientation significative des investissements vers les options bas carbone. Cela implique des transitions de grands systèmes, systèmes énergétiques, aménagement du territoire et agroforesterie, systèmes urbains, systèmes industriels et infrastructures. Des progrès rapides ont été réalisés dans certains secteurs, et notamment pour les renouvelables. Il faudrait des progrès aussi rapides dans d'autres secteurs, en particulier le secteur des transports et tout ce qui touche à l'aménagement du territoire. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faudrait être capable d'extraire du dioxyde de carbone de l'atmosphère et le stocker de manière durable tout au long de ce siècle. Les méthodes pour ce faire incluent le fait de planter des arbres, de restaurer des écosystèmes, l'utilisation de la bioénergie avec captage et stockage du dioxyde de carbone, des modifications de la gestion des terres et d'autres approches qui en sont aujourd'hui aux premières étapes de développement. L'extraction à grande échelle de dioxyde de carbone pourrait avoir des implications pour la sécurité alimentaire, la préservation des écosystèmes et la biodiversité. Il est important de souligner que les engagements nationaux, les contributions nationales des gouvernements, inscrites dans le cadre de l'accord de Paris depuis 3 ans, elles ne sont pas suffisantes pour contenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré, même avec des actions extrêmement ambitieuses et difficiles après 2030. Pour éviter de dépasser 1,5 degré de réchauffement planétaire dans quelques décennies, il faut que les émissions de dioxyde de carbone diminuent de manière substantielle avant 2030, puis le déploiement de méthodes pour extraire le dioxyde de carbone de l'atmosphère.
La dernière partie du résumé pour décideurs porte sur le renforcement de la réponse planétaire au changement climatique, et ça a été le choix des délégués de tous les pays, dans le cadre de la session plénière du GIEC qui a accepté l'invitation de la COP21, de l'inscrire explicitement dans le contexte du développement durable et des efforts pour éradiquer la pauvreté. Notre rapport montre clairement les interactions extrêmement étroites entre le changement climatique, les réponses au changement climatique et les objectifs du développement durable. Les impacts du changement climatique et la manière dont nous y répondons sont étroitement liés aux objectifs du développement durable qui recherchent un équilibre entre le bien-être pour tous, la prospérité économique et la protection de l'environnement. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il existe un ensemble de mesures d'adaptation et d'options pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui, si elles sont bien choisies, et c'est la notion de transition éthique et de transition juste, peuvent avoir de multiples bénéfices pour les objectifs du développement durable. Leur déploiement est d'autant plus efficace quand les collectivités locales sont épaulées par les pouvoirs publics nationaux. Le renforcement des capacités des pouvoirs publics, des collectivités locales, de la société civile, du secteur privé, des populations autochtones et des communautés locales peut porter ces actions ambitieuses qui seraient nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et enfin, la coopération internationale est critique pour que cela puisse avoir lieu dans tous les pays et pour tous, en particulier dans les pays en développement et dans les régions vulnérables. Pour conclure, ce rapport qui atteint une dimension interdisciplinaire sans précédent dans la rédaction de chacun de ses chapitres, 3 messages clés. Chaque demi-degré compte vis-à-vis des risques climatiques. Chaque année compte vis-à-vis des conséquences pour maîtriser le réchauffement climatique. Et chaque choix compte, chaque décision compte. Ne pas agir aujourd'hui, c'est augmenter le fardeau pour les jeunes générations qui devront faire face aux conséquences du réchauffement et au déploiement d'options d'action plus difficiles et plus risquées. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré n'est pas impossible, mais la volonté politique pour accélérer les transitions est essentielle. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup, Madame, pour cette communication. Je crois que c'était évidemment très intéressant. D'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues qui vont vous interroger. Je crois que votre présentation montre bien l'importance de la tâche, à la fois pour essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et aussi pour convaincre l'ensemble des responsables, mais aussi des citoyens, de la nécessité de mettre en place des mesures pour ne pas aller au-delà. Et je ne peux que souhaiter évidemment une large diffusion de vos travaux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre encore certaines personnes qui ne sont pas assez convaincues et assez sensibilisées sur ces sujets. Pour ma part, d'ailleurs, je pense que ce document, si on peut en avoir bien sûr copie, je m'efforcerai de le diffuser autour de moi dans mon département, et notamment au maire du département. Je ne peux qu'inviter mes collègues à faire de même. Monsieur Bignon, peut-être tout de suite quelques mots ou quelques questions. Non, mais je peux vous laisser réchauffer, mais pas au-delà d'1,5 degré. Hein. D'abord, c'est très dit. Je voudrais remercier Madame Masson-Delmotte, parce que c'est tellement dense, tellement complet, difficile à discuter, et c'est en même temps très clair. Donc, poser des questions sur quelque chose qui est très clair, qui est si dense, c'est compliqué. Il y a peut-être un point que je ferai avec l'approche biodive que vous avez évoquée. Le GIEC, c'est vrai, est unique, mais il a un petit frère qui s'est mis en place, qui est l'IPBES. Est-ce que l'IPBES, c'est l'organisme qui s'est mis en place un peu sur le modèle du GIEC, en modèle beaucoup plus réduit, avec beaucoup de retard par rapport au GIEC qui existe depuis, comme on nous l'a dit, 1988. L'IPBES a donné au mois de mars ou mai, peut-être mai 2018, les conclusions du rapport qu'il a rédigé à Medellín, en disant que, s'agissant de la biodiversité, les conséquences étaient aussi graves que celles que Mme Masson-Delmotte venait de nous donner sur
sur le climat. Et vous avez fait à plusieurs reprises un lien entre les pertes de biodive et le climat. Et vous avez également dit que la biodive était une des solutions, puisque c'est évidemment en captant du carbone. Le carbone, on ne va pas l'attraper par la main et pour le redescendre sur la Terre. Il faut recréer de la biodiversité pour que le carbone crée des pièges à carbone qu'on a fait disparaître progressivement dans l'océan, dans les forêts, dans les zones humides. Moi, je suis absolument fasciné par ce que vous nous dites. Il faut qu'on se lève de bonne heure demain matin pour commencer à y bosser avec davantage d'énergie que ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont très convaincus par tout ce que vous nous avez dit. La question que je serais tenté d'avoir, c'est de dire, est-ce que le GIEC a une idée de la façon dont il faut convaincre les hommes politiques, la société civile et les citoyens du monde d'avancer dans cette direction. Et il y a une remarque qui est souvent faite par nos compatriotes français en disant c'est bien d'être à la pointe, mais comment fait-on avec les Chinois, comment fait-on avec les Russes, comment fait-on avec les Américains, parce qu'on aura beau être le premier de la classe sur ces sujets-là, si les autres États restent derrière, est-ce qu'on a une chance d'avancer quand même? Voilà. Je sais bien que c'est une question impossible. Donc, peut-être si vous avez une piste, c'est intéressant de nous la donner. Pour vous, peut-être de répondre déjà à la question de M. Bignon avant que mes autres collègues vous interrogent. Oui, alors je profite de la réponse aux questions pour projeter les 4 figures essentielles du rapport. Vous voyez par exemple là, en fonction du niveau de réchauffement global, le niveau de risque qui passe de modéré à très élevé en allant du jaune au violet. Pour beaucoup d'aspects, nous avons révisé à la hausse le niveau de risque. En particulier, vous le voyez très clairement ici, pour les récifs de coraux tropicaux. La France est un des pays du monde, en fait, qui dispose d'un grand nombre de récifs de coraux tropicaux qui rendent de multiples services par la protection du littoral, pour les pêcheries artisanales, pour les activités de tourisme et les revenus qui en découlent. Donc, vous voyez que le niveau de risque passe à très élevé, autour de 1,5 degré de réchauffement, déjà, pour les récifs de coraux. Donc oui, effectivement, nous travaillons de plus en plus étroitement entre la partie climat et la partie biodiversité, tant pour les risques que pour les solutions, et les solutions basées sur la nature. Ce sont celles qui provoquent les bénéfices les plus substantiels. D'autres solutions qui portent, par exemple, sur le déploiement de monocultures, typiquement, présentent des risques importants sur la biodiversité, typiquement par rapport à la gestion des forêts ou la production de bioénergie. Donc c'est un point qui est important, c'est un point que nous creusons. Et nous préparons également pour l'année prochaine un rapport spécial sur changement climatique et usage des terres qui explore ces intersections et les pressions sur l'usage des terres d'une manière encore plus claire. Vis-à-vis de la mobilisation de tous, moi je souhaite que ce rapport soit diffusé très largement dans le monde éducatif, auprès des étudiants. Il montre à la fois très clairement les risques qui sont devant nous, ce n'est pas le futur à long terme, c'est les décennies à venir. Et nous avons 2 chapitres très novateurs. Un chapitre sur les options d'action pour chacune de ces grandes transitions de système, qui montre dans chaque secteur d'activité comment est-ce que l'on peut agir et quelles sont les conditions qui permettent le déploiement des solutions. Donc on a fait 6 dimensions de faisabilité. Il y a des dimensions qui sont institutionnelles, il y a des dimensions qui sont financières et économiques, il y a des dimensions qui sont technologiques, il y a des dimensions liées à la formation. Et nous avons un chapitre qui est extrêmement approfondi dans cette direction-là. De même qu'un chapitre extrêmement approfondi qui montre les bénéfices à agir maintenant vis-à-vis des autres dimensions du développement durable. Et c'est un point important. Agir par rapport au climat, ça demande de réorienter des investissements, mais ça peut être des bénéfices extrêmement importants vis-à-vis, par exemple, de la santé publique. Et c'est un point, je pense, extrêmement important pour guider l'action des pouvoirs publics. Et enfin, vous parlez des grands émetteurs historiques et actuels de gaz à effet de serre. Moi, je pense qu'il faut regarder chacun chez soi, ce qui relève de nos responsabilités. Les émissions de gaz à effet de serre de la France ont diminué fortement depuis 1990, vous le savez. Depuis 3 ans, elles ne diminuent plus et elles réaugmentent. Il y a urgence à agir chez nous, à hauteur de nos responsabilités. Merci. Je vais donner la parole à M. Priou. Merci, Monsieur le Président. Vous me prenez également à froid, là. Donc, non, vous avez levé la main très tôt, oui, mais il y a Monsieur Priou. déjà 10 minutes, on se refroidit, Monsieur le Président. Donc, je pense que vous avez...
Vous avez levé la main en étant Merci déjà Madame un pour petit cette peu présentation près. et sur le volet, je crois, extrêmement important de solutions et dimensions, hein, parce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas non plus que les rapports que nous ayons sont tellement catastrophiques que les gens se considèrent la cause comme perdue, hein. Je pense qu'il est bon d'avoir des solutions assez pragmatiques. D'ailleurs, nous qui représentons les territoires, moi j'ai bien noté l'association des pouvoirs publics que je considère l'État et les collectivités locales, hein, parce que sur ce que je vais évoquer, notamment les conséquences en ce qui concerne les subversions marines sur le littoral français, je pense que s'il n'y a pas un plan d'ensemble, on ne pourra pas dire aux communes voilà ce qu'il faut protéger et ce qu'il ne faut pas protéger. Et je crois que c'est important qu'effectivement il n'y ait aucun désengagement de part et d'autre. Alors en ce qui concerne effectivement les océans, depuis à peu près un siècle et demi, je crois que l'augmentation est de 19 cm. Le GIEC estime d'ailleurs que depuis les années 70, 75% de cette hausse du niveau est d'origine, effectivement, l'origine c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Localement, il y a eu des enquêtes publiques ou des consultations publiques lorsqu'on a mis en place les plans de prévention des risques naturels. Et certains citoyens nous ont demandé si on disposait de modélisation fiable, parce que ce sont des moyennes. Et je prends un exemple qui n'est pas forcément un bon exemple, mais c'était lors d'une conversation avec des concitoyens qui disaient, par exemple, une moyenne, ça peut donner 5 cm d'élévation à La Rochelle et 0 à Brest. Et les gens nous demandent de descendre à ce niveau-là pour effectivement être efficace et essayer de voir à 10, 20 ans ou 30 ans les moyens qu'il faudrait pour protéger ou pas protéger d'ailleurs le littoral français avec les conséquences de l'augmentation régulière du niveau des océans. Voilà, madame. Merci. Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci pour cet exposé et ce rapport édifiant, voire sidérant, puisque ça nous laisse un petit peu sans voix. C'est un travail scientifique de grande ampleur et donc on ne peut plus avoir de doute sur l'impact de l'activité humaine sur le climat de la Terre. Alors, vous avez cité les ODD. Alors, c'est quelque chose que je porte depuis un petit moment déjà, à ce qu'on inscrive quelque part dans la loi ou dans la Constitution la satisfaction de ces objectifs de développement durable, parce que, comme vous le soulignez, il va falloir un changement radical. La presse s'est fait largement l'écho de ce rapport. Je souhaite qu'il y ait une très très large diffusion, aussi bien, c'est vrai, auprès des jeunes qu'auprès de toutes les générations, parce que finalement, puisque c'est maintenant qu'on doit agir, demain et pas après-demain. Donc, effectivement, donc moi, je serais pour qu'il y ait une action de grande ampleur, effectivement, un plan d'ensemble, et pas seulement des petites actions comme on a déjà fait au niveau local, en laissant à chaque collectivité le soin de choisir ou pas de le faire. Je pense que là, vu tout ce qu'on a entendu, il va falloir être plus radical quelque part. Voilà. Merci, Monsieur Longeau. Oui, merci. Merci, Madame, pour votre présentation. Je rebondirai sur les propos de Jérôme Bignon. Effectivement, dans votre rapport, vous dites qu'il faut qu'on prenne des mesures importantes et que même la COP21 ne va pas assez loin. Alors, si la COP21, qui a déjà du mal à être acceptée par les grands pays, et notamment par les États-Unis, comment on va faire? Parce que ça, c'est un vrai problème. Et l'un des membres du GIEC a résumé l'état d'esprit qui est celui des chercheurs, c'est de dire la chose à laquelle les scientifiques ne peuvent répondre, c'est si c'est faisable politiquement et institutionnellement. Et c'est là où est tout le problème. Comment on fait et avec quels moyens? Parce qu'effectivement, il faut sensibiliser les personnels dans les collectivités, dans le monde enseignant, mais vu les moyens qui sont aujourd'hui réduits, comment on peut faire pour sensibiliser et puis faire comprendre que l'action, elle est immédiate et importante. Merci. Monsieur Gontard. Oui, mais merci pour cet exposé et puis pour ce rapport qui est à la fois, bien sûr, alarmant, puisqu'on ne peut pas se satisfaire, mais qui est en tout cas incontestable. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'il y a des vrais objectifs qui sont donnés et des perspectives. Donc, en nous disant que d'atteindre ces 1,5 degrés, c'est possible. Donc,
Voilà, maintenant il faut tout mettre en œuvre. Moi j'avais une question un peu plus précise sur l'extraction carbone. Vous avez parlé beaucoup de plantation d'arbres. Par contre, au niveau de l'agriculture, moi il me semblait que l'agriculture avait un vrai rôle à jouer sur la transition agricole, notamment sur le programme 4 pour 1000 qui pouvait être intéressant. Et c'est vrai qu'on voit qu'on a eu du mal, notamment dans la dernière loi agriculture et alimentation, à amorcer cette transition et qu'on voit que sur tous les sujets, on a vraiment intérêt à être performant. Et puis j'avais une autre réflexion, c'est est-ce que on n'a jamais réussi à réduire en fait cette émission carbone. Enfin, vous l'avez dit, hein, il y a eu quelques baisses, mais on repart à la hausse, et que souvent ces baisses ont été liées à des crises économiques, avec l'augmentation aussi des énergies renouvelables. Et en fait, ma question était sur est-ce que cette course à la consommation et à la croissance, en fait, est compatible avec ces objectifs que nous devons atteindre. Et c'était un petit peu le message du dernier prix Nobel d'économie qui nous fait cette alerte-là. Merci. Je vais donner la parole à M. Berry-Debat, et puis après, vous pourrez peut-être répondre à cette première série de questions. Oui, merci Madame pour votre exposé. Effectivement, vous nous résumez, je dirais, le problème auquel on est confronté à travers effectivement ce rapport et les effets d'une non-limitation au-dessous d'une augmentation de 1,5 degré. Je crois, comme l'ont dit mes collègues avant moi, c'est une démarche qu'il faut engager à l'échelle planétaire, et on peut s'interroger effectivement sur la volonté de certains États de vouloir rentrer dans une politique telle que vous la préconisez. Il n'en demeure pas moins que vous l'avez signalé. Nous avons en France une dégradation depuis 3 ans, dont il faut également agir à l'échelle de notre pays. Et vous avez dit, il faut que pour qu'on puisse intervertir, il faut un changement sans précédent. Il faut également renforcer la réponse globale, et tous les acteurs sont concernés, État, collectivités locales, etc. J'ai noté que les sources de cette dégradation sont multiples. Ça peut passer des transports au modèle agricole, dont je crois que nous, autour de cette table, nous en sommes pour la majorité, l'extrême majorité, tous conscients. Mais comment faire ? La question, elle est là, puisque je pense que sur le plan des collectivités, on peut sensibiliser. Bon, on s'efforce de le faire. Quand on voit la politique des transports qu'on essaie de mener dans nos collectivités les plus petites ou les plus grandes, on essaie d'aller dans le bon sens, mais ça ne suffit pas. Au niveau du modèle agricole, la transition elle sera longue, on ne peut pas la faire brutalement. Il y a des efforts qui sont faits aussi. Voilà, donc moi, c'est un cri d'alarme. Si on prend tout cela à bras de corps à l'échelle de notre micro-territoire ou de nos territoires, on a l'impression de la goutte d'eau, ou de l'écopage sans fond. Donc c'est une interrogation. J'ai pas de solution, mais je suis très très interrogatif avec la volonté de faire quelque chose. Voilà. Merci, Madame Masson-Delmotte. Je vous laisse répondre à cette première série de questions et d'interventions, si vous le voulez bien. Il y a un certain nombre de remarques qui portent sur le caractère un peu alarmiste ou émotionnel. Moi, je pense que ce qui est important, c'est le courage face à cet enjeu-là, plutôt que l'espoir ou la peur. C'est le courage qui est nécessaire partout. Ensuite, sur la question de la montée du niveau des mers, il y a un point auquel le rapport ne répond pas, c'est est-ce que 1,5 degré ou 2 degrés de stabilisation du réchauffement permet d'éviter la déstabilisation de certains secteurs du Groenland, de l'Antarctique, et une montée irréversible de plusieurs mètres par la suite. On ne sait pas. On n'est pas capable de dire si stabiliser le réchauffement ce siècle, largement en dessous de 2 degrés ou à 1,5 degré, permettrait d'éviter ça sur le long terme. Donc ça fait partie des incertitudes majeures. Ce qu'on sait, c'est qu'à horizon 2100, le niveau des mers va continuer à monter. Si on stabilise le réchauffement global autour de 1,5 degré, la plage, c'est de l'ordre de 30 à 80 cm. Et il faut être prêt à ça. Donc l'adaptation à la montée du niveau des mers, le fait d'éviter d'être piégé sur des aménagements littoraux par rapport à cette montée du niveau des mers, c'est quelque chose de très important. Il est possible de demander aux chercheurs français et au monde scientifique français
d'apporter des éléments plus précis. On est sur des ruptures de connaissances qui permettent d'affiner la production de connaissances sur les risques de niveau des mers propres à chaque région. Mais ça demande des moyens, et en particulier pour les collègues du BRGM, par exemple, qui portent cette analyse à l'échelle des territoires sur la montée du niveau des mers. En ce qui concerne les objectifs du développement durable, effectivement, nous, c'est la première fois qu'on a cette grille d'analyse entre développement durable en général et impact et options de réponse au changement climatique. Donc on a une littérature scientifique qui émerge vis-à-vis des multiples intersections. On l'a analysé de manière plus étroite sur ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire les options pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Pour chacun des grands systèmes énergétiques, usage des terres, etc., on a regardé les différentes intersections avec les objectifs du développement durable, et le constat, il est très net. Les options d'action qui permettent de réduire la demande d'énergie, l'efficacité énergétique, la sobriété, etc., c'est ce qui maximise les bénéfices en termes des autres dimensions du développement durable. Et même chose vis-à-vis de la demande alimentaire. Avoir des régimes alimentaires qui réduisent l'utilisation, l'empreinte carbone de la production de nourriture, par exemple les protéines végétales, c'est ce qui permet de maximiser les bénéfices sur les autres objectifs du développement durable, la santé, la pression sur les terres, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très très nettes dans notre rapport. Alors vous aviez indiqué donc le fait que les engagements, les promesses des États à horizon de la COP21 ne vont pas assez loin, c'est clair. Ce n'est pas suffisant, mais le mécanisme de l'accord de Paris, c'est de revoir l'ambition à la hausse tous les 5 ans. Donc il y a un dialogue facilitatif à Katowice sur la COP24, et le premier inventaire global, il aura lieu en 2023. Et en 2023, nous fournirons aussi nos rapports complets du GIEC, qui seront disponibles avec une évaluation plus approfondie de différents aspects. Si je dois résumer les choses en quelques termes, si vous voulez rendre cette transition possible, il faut désinvestir du charbon le plus rapidement possible dans le monde entier. Le secteur de la finance joue un rôle extrêmement important. Qu'est-ce qui est fait avec l'épargne des Français? Est-ce qu'on continue à investir sur le développement de mines de charbon, la production de centrales à charbon ou pas, dans d'autres régions du monde? C'est un point qui est critique. Et ensuite, c'est réduire le fait de se reposer sur l'utilisation du pétrole à horizon 2030 de manière significative. Et en France, l'enjeu, c'est la question des transports, très nettement. La décarbonisation des transports, l'électrification des transports, c'est un enjeu qui est majeur à court terme, avec des bénéfices potentiellement très importants en matière de santé publique par rapport aux conséquences sur la qualité de l'air. Et donc avoir une estimation complète des bénéfices à agir dans cette direction-là serait extrêmement important. C'est aussi des opportunités économiques pour des secteurs d'activité français, sur des emplois non délocalisables français. Sur la question des solutions pour extraire du carbone de l'atmosphère, effectivement, il y a des options d'action vis-à-vis de pratiques agricoles qui permettent d'augmenter le stockage de carbone dans les sols. Il y a des expérimentations en cours, il y a un enjeu majeur qui consiste à accélérer. Sur la question de l'agriculture, il y a tout l'enjeu d'avoir une agriculture qui soit porteuse de solutions, c'est-à-dire qui réduise l'empreinte, les rejets de gaz à effet de serre. On a parlé du dioxyde de carbone, mais il y a aussi le méthane, l'oxyde nitreux, donc l'élevage et l'utilisation d'engrais. Donc il y a des solutions qui existent, qui permettent d'avoir des rendements importants, tout en réduisant ces rejets d'autres gaz à effet de serre. Mais pour l'agriculture, il y a aussi l'enjeu d'une agriculture résiliente. Et on voit aujourd'hui les difficultés auxquelles font face le monde agricole. Il faut intégrer les deux, c'est-à-dire une agriculture qui soit résiliente dans un climat qui se réchauffe, qui permette de limiter les tensions sur la gestion de l'eau et qui permette de réduire les rejets de gaz à effet de serre. Et donc la question, pour moi, le lien extrêmement étroit, c'est alimentation, agriculture, santé et climat, de manière extrêmement intégrée. Et je ne suis pas sûre que les débats sur l'agriculture de ces dernières années aient permis d'avoir cette approche complètement intégrée, en particulier sur les volets environnement et sur les volets santé. J'ai déjà mentionné le fait qu'agir sur la demande, c'est ce qui permet de maximiser les bénéfices sur toutes les dimensions du développement durable. Bien sûr, un modèle de développement où vous augmentez la consommation, c'est un modèle de développement qui est extrêmement difficile à réconcilier avec la stabilisation du réchauffement à 1,5 degré. Et donc ça pose des questions extrêmement importantes. Alors pour revenir sur la situation française, par exemple,
les émissions de gaz à effet de serre des voitures vendues en France, neuves, augmentent. Elles augmentent parce qu'on achète des voitures plus lourdes. Et donc ça pose aussi la question de ce qu'est un achat responsable et ce qui est promu par ce que la fiscalité peut mettre en place pour inciter à des achats responsables. Je veux également rebondir sur l'attribution du prix Nobel d'économie à 2 économistes américains. Ce sont les pères fondateurs de l'utilisation de modèles économiques intégrés, comme ceux utilisés dans notre rapport pour évaluer les trajectoires compatibles avec la maîtrise du réchauffement à tel ou tel niveau de réchauffement. C'est une compétence qui est présente de manière très forte dans un laboratoire en France qui est le CIRED à l'école des Ponts, dont certains auteurs ont contribué à la rédaction de notre rapport. Et puis enfin, on parlait de l'action des différentes régions. Il y a une action très forte qui est en cours en Chine aujourd'hui, très nette, avec par exemple des progrès majeurs sur les performances des véhicules électriques. Je crois que la moitié des véhicules électriques vendus dans le monde sont vendus en Chine aujourd'hui. Il y a une action qui est très forte dans beaucoup de régions américaines, comme la Californie, dans beaucoup de grandes villes américaines. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de reposer sur l'ensemble de ces acteurs, même quand à un niveau fédéral, il y a un manque délibéré de vision vis-à-vis de la sécurité nationale par rapport aux enjeux du changement climatique. Bien, merci beaucoup. Vous évoquiez tout à l'heure à juste titre les enjeux de la mobilité. Il y a quand même aujourd'hui un débat sur le fait de savoir si la voiture électrique n'a pas un bilan carbone moins bon que la voiture à moteur thermique. Je ferai référence aux travaux de l'ADEME très récents qui montrent d'ailleurs les bénéfices apportés à utiliser ce type de véhicule sur des trajets courte distance type domicile-travail, quand ils ne peuvent pas être substitués par des déplacements doux. Et donc il y a un potentiel aussi extrêmement important sur les déplacements type voie de circulation pour les transports par vélo, des transports sûrs. Nous sommes en retard par rapport aux villes du nord de l'Europe. Il suffit d'aller à Copenhague, Amsterdam ou à Berlin ou à Londres. On a des infrastructures qui permettent de se déplacer rapidement, confortablement, en toute sécurité à vélo. On est très loin en France. Et pourtant, il y a des bénéfices qui sont immédiats en termes de santé publique, extrêmement positifs sur les risques cardiovasculaires, par exemple, par ce type d'infrastructures qui sont nécessaires pour permettre de se déplacer sans rejeter de gaz à effet de serre et en toute sécurité. Ma question n'était pas sur le bilan carbone du vélo, mais plutôt sur le bilan carbone du véhicule électrique, qui est quand même, encore une fois, contesté. Moi, je vous renvoie aux études de l'ADEME qui ont été extrêmement précises, et il faut que ce soit inscrit dans un cadre national. Il faut que ce soit inscrit dans un cadre national, puisque les mix énergétiques, le mix électrique n'est pas le même dans différents pays, et donc le bénéfice du véhicule électrique dépend de la manière dont également l'électricité rejette des gaz à effet de serre, et nous avons la chance en France d'avoir une électricité en grande partie décarbonée. Très bien. Monsieur Boyer avait demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame pour votre exposé. Il y a à peu près un an maintenant, on avait ici parlé par rapport à la loi Hulot. Je m'étais trouvé rapporteur pour avis sur la loi concernant la réduction des hydrocarbures d'ici 2040. Et on avait eu effectivement, de manière moins détaillée, mais on avait eu les mêmes constats qui avaient été faits. Alors, un an plus tard, moi, je voudrais vous poser d'autres questions, peut-être un peu provoques, mais je crois que ça me paraît important. Aujourd'hui, quels sont les pays en Europe et dans le monde qui actuellement produisent et libèrent le plus de gaz à effet de serre en pourcentage d'émissions que représente la France par rapport à ces autres pays. Ensuite, est-ce qu'on ne se donne pas bonne conscience, nous en France, et j'en reviens aux mesures qui étaient prises l'an dernier dans le cadre de la loi Hulot, parce qu'on a des mesures contraignantes pour les Français, avec des mesures d'adaptation. Il faut s'adapter à une nouvelle condition de vie par rapport à ces augmentations de température. Mais quelles solutions concrètes les pays voisins et les autres pays mettent en place pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on n'est pas un peu seul? Parce que c'était le constat que j'avais fait il y a un an. Est-ce qu'on n'est pas un peu seul dans cette démarche-là? On va me dire, il faut toujours donner l'exemple, il faut être... C'est bien. Mais ça me fait penser, vous savez, en agriculture, on a le traitement, toute proportion gardée, on a le traitement pour le campagnol terrestre. Vous avez des agriculteurs qui traitent le campagnol, il y en a un qui le traite, mais les voisins à côté ne le traitent pas. Résultat,
nul. Ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est efficace à partir du moment où il y a un traitement qui est collectif, où tout le monde s'y met. C'est un peu l'image que je voudrais donner et qui me paraît, je crois, assez... il faudrait qu'on essaye d'évoluer vers cette démarche collective. Alors, c'est le but de la COP, etc. Mais aujourd'hui, concrètement, on ne voit pas bien comment les choses peuvent évoluer. Et dernière chose, dans les années 1870, il y a maintenant un siècle presque et demi, il y avait eu une éruption volcanique en Amérique du Sud, qui avait provoqué des émissions importantes de scories et de poussière dans l'atmosphère, qui avait entraîné une diminution de température de 1 à 2 degrés. Enfin, à l'époque, je ne sais pas si c'était bien calibré en termes de diminution, mais qui avait entraîné une diminution relativement importante au niveau de la température sur l'ensemble de la planète. Est-ce que... Alors, je ne vous demande pas, bien sûr, si on peut prévoir ce genre de choses, parce que c'est difficilement prévisible, mais sommes-nous aujourd'hui aussi sûrs de pouvoir atteindre les objectifs tels qu'ils sont fixés? Et je les partage, hein, bien entendu, mais il faut qu'on puisse apporter des réponses concrètes, je pense, à tout ça. Excusez-moi d'avoir la longueur de ma réponse. Merci. Ma question. Monsieur Pelva. Oui. Merci, Monsieur le Président. Madame Masson-Delmotte, vous aviez parlé tout à l'heure des régions. Moi, je voudrais mettre en exergue ici les TEPOS, donc les territoires à énergie positive. Ma région, donc Rhône-Alpes, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, a été pionnière en la matière et a lancé avec l'ADEME, fin 2012, un appel à manifestation d'intérêt TEPOS. Fin 2014, le gouvernement a lancé l'appel à projet de son territoire énergie positive pour la croissance verte et les démarches se rejoignent pour ces territoires pilotes. Ils visent la réduction de 50% des consommations des territoires à horizon 2050 et une couverture de la part restante par la production d'énergie renouvelable. Il y a aujourd'hui une soixantaine de territoires et tous se réunissent régulièrement en mettant en place des outils comme des factures... des outils ont été développés, donc le calcul de la facture énergétique, le tableau récapitulatif des aides et financements, monographie économique, et d'autres sont en cours de développement. Quelle est votre opinion donc sur les TEPOS ? Et la question a déjà été posée tout à l'heure, comment pouvons-nous, élus de la République, communiquer auprès des communes, des communautés de communes? Et enfin, peut-être en guise de conclusion, on voit aujourd'hui que les territoires ruraux sont délaissés et je suis convaincu que la transition énergétique représente une forte opportunité de développement et d'attractivité de ces territoires. Merci. Monsieur Chaise. Oui, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous remercier effectivement pour votre rapport et pour cette présentation intéressante. Tout à l'heure, vous avez évoqué, Monsieur le Président, qu'on n'était peut-être pas tous convaincus. Moi, je crois que convaincus, ce n'est pas la problématique. Je pense qu'on est tous, et on se sent tous impuissants devant donc le chantier qui s'ouvre devant vous. Impuissants parce que, globalement, on ne voit pas de solution effective, en tout cas concrète et aussi convergente. Ça a été dit, mais je tiens à le réaffirmer. Je pense que la problématique de la prise en compte internationale est là et que cette problématique nous inquiète parce qu'on voit bien que certains pays ne sont pas dans la ligne et donc viennent contrecarrer les efforts qui peuvent être faits par la France. Je voudrais aussi évoquer un autre sujet qu'on a pu constater lors d'un déplacement au Japon, c'est que le bilan carbone qui est donc établi par chaque pays n'intègre pas éventuellement les importations qui sont faites par ces pays. Je pense notamment à l'hydrogène qui est acheté par le Japon en Australie, hydrogène qui est fabriqué à base de charbon. Ce qui est quand même assez paradoxal et qui pose une vraie question. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas aussi à se poser ces problématiques pour faire évoluer les choses? Enfin, donc on est dans un monde qui évolue, qui bouge, qui se modernise, notamment avec l'arrivée du numérique. Vous avez évoqué une solution intéressante au niveau des transports en disant qu'il fallait absolument qu'on aille faire des véhicules électriques. Tout ça va faire en sorte qu'on va augmenter nos besoins en énergie. Et donc, se pose la question de la production de cette énergie. Alors, il y a une solution, effectivement, qui est tout à fait idéale pour éviter les gaz à effet de serre, c'est l'énergie nucléaire.
Et globalement, on voit bien que c'est quand même pas celle qui a le vent en poupe et sur l'énergie vers laquelle on a envie de se tourner. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, quand même, à se reposer les vraies questions, les vraies bonnes questions, et à faire les choix qui soient les choix qui aillent dans le sens de l'urgence? À savoir, aujourd'hui, l'urgence, c'est effectivement la protection du climat, c'est effectivement d'éviter le réchauffement climatique et donc de prendre les options technologiques qui permettent d'aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Merci, Monsieur Chaise. Madame Cartron. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour cet exposé. Alors, le collègue vient de dire, je ne sais pas s'il faut être convaincu. Je crois que de toute manière, la réalité s'impose à nous. Et la réalité, qu'elle soit donc sur nos territoires ou qu'elle soit internationale. Alors, sur nos territoires, je suis élue du département de la Gironde. Et là, la réalité, elle est là, avec ce recul du trait de côte, avec cette problématique, justement, où des personnes se trouvent privées de leurs habitations, ou à l'échelle d'une commune, où il faut repenser, je pense à Lacanau, tout le plan d'urbanisme de cette commune. Donc la réalité, elle est là, et donc elle s'impose à nous. Alors, on est dans la phase de réparation, mais il faut aussi être dans la phase d'anticipation et faire que tout ce qui sort de ce rapport du GIEC, eh ben, nous l'intégrions, et nous l'intégrions. Alors, je reprends une des questions qui a été posée. Comment convaincre? Comment convaincre? Déjà convaincre nos collègues élus. Convaincre, on a une vraie problématique aussi en Gironde, mais dans d'autres départements, les agriculteurs, parce qu'avec le réchauffement climatique, la problématique de la culture du raisin et donc de la production de vin va se trouver fortement affectée. Alors la question, est-ce que le GIEC travaille, on le sait, avec les grandes organisations agricoles qui sont quand même très écoutées et qui sont très puissantes pour pouvoir faire évoluer les choses. Et puis le deuxième point, c'est pour la réalité, je témoignerai, j'ai été pendant 15 jours en déplacement avec le groupe d'amitié dans les îles Salomon et au Vanuatu et là, à l'île de Kiribati. Eh bien, mais je vous ferai part de ce que nous avons vu et qui est mentionné dans votre rapport. C'est-à-dire que vous avez une montée des eaux et donc une île qui est en passe d'être franchement presque engloutie, mais surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est la source et ce que ça amène comme pauvreté et comme précarité alors de ces pays, parce que vous l'avez dit, certes on parle des terres qui sont envahies, mais il y a un problème d'accès à l'eau potable, puisque désormais toutes les nappes sont infiltrées par l'eau salée. Ces populations n'ont plus de lieu pour vivre, n'ont plus d'eau potable, et donc on est là dans l'extrême pauvreté, et je pense qu'il serait totalement inconscient de laisser se développer ces poches qui sont des explosions à terme, de grande précarité, de grande pauvreté. Et si on veut vraiment être convaincu, un déplacement là-bas, Monsieur le Président, pourrait convaincre beaucoup de nos collègues. Ça tombe bien, j'ai prévu de donner la parole au questeur, puisqu'il a demandé depuis un certain temps. Donc, Monsieur le questeur, je vous donne la parole. J'ai bien entendu la demande de notre collègue. Moi, je voudrais remercier Madame Valérie Masson pour son exposé qu'on connaissait, qui date déjà depuis quelques années. On est bien sûr conscient de la problématique, mais comme le disait mon collègue, on est un peu impuissant par rapport à tout cela. Moi, la première question que je voulais savoir, c'est pourquoi, d'un seul coup, il y a une accélération de l'alarmisme en quelques semaines. Il y a bien la raison exacte. Bon, bien sûr, il y a le problème international. On voit que les États-Unis sont loin de cette démarche, et bien d'autres pays d'ailleurs. Alors, par rapport à nous, qui sommes quand même, on n'a pas de leçon à recevoir, je veux dire, de beaucoup de pays par rapport à ce que nous faisons dans notre pays. On est quand même plus vertueux que beaucoup de pays dans beaucoup de domaines. Et moi, je voudrais savoir quelles actions choc
que vous préconisez, parce que bon, il y a des petites actions dans le département, mais si on n'a pas une action collective et internationale, et tout le monde l'a dit et redit autour de la table, comment voulez-vous qu'on avance? Parce qu'il y a la réalité économique. Et De Rugy, l'autre jour, le disait sur RTL, où il voulait lier le problème de l'environnement à l'économie. On ne peut pas non plus traiter l'agriculture. Alors on dit qu'il faut que les agriculteurs fassent un effort. Des efforts, ils en font, ça fait des dizaines d'années qu'ils en font. Mais après, il faut la réalité économique, c'est qu'ils puissent sortir un revenu de leur... et comment voulez-vous que, dans la situation actuelle, l'agriculture puisse... Alors, ils font des efforts en permanence. Et d'ailleurs, ils ne demandent plus rien à personne parce qu'ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent entre eux, parce qu'il n'y a pas de solution. On ne leur donne pas de solution. Donc, moi, je voudrais savoir comment on peut faire par rapport à cela. Et puis, quelles actions sur l'énergie renouvelable, par exemple. On a bien avancé dans notre pays. On parlait de l'énergie nucléaire. On veut démanteler un certain nombre de centrales, alors que c'est l'énergie la plus vertueuse. Vous avez les antinucléaires. Après, quand on leur dit qu'il faut mettre des éoliennes, aujourd'hui, on a des associations de plus en plus qui interdisent de mettre en place des éoliennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il faut faire de la communication à la fois à l'international, mais aussi à nos associations environnementales, parfois, qui sont un peu schizophrènes. Peut-être aussi, de temps en temps, qu'ils se remettent en question. Donc, voilà, moi, je voulais un petit peu savoir ça. Et puis, une question, quelle est la cause exacte également de la diminution des gaz à effet de serre que vous avez dit jusqu'en 1990, non, et qui a augmenté après d'un seul coup, on augmente. Et puis juste un petit clin d'œil, parce que dans votre slide tout à l'heure, j'ai vu que vous parliez de l'augmentation de 1,5 degré entre 2030 et 2052. Alors comment vous pouvez apprécier 2052 ou pourquoi pas 2053 ou 2054 voilà, c'était juste un petit clin d'œil parce que je trouvais ça un peu étonnant qu'on puisse à l'année près trouver le... C'est la force des scientifiques. Madame Masson-Delmotte, pour une réponse à cette salve de questions. Donc là, les questions, elles portent sur un rapport du GIEC. Le GIEC, il doit fournir une analyse des connaissances pour éclairer les choix politiques pertinentes, mais non prescriptives. Et ensuite, il le fait vraiment à grande échelle. Il ne le fait pas par rapport aux politiques nationales. Donc il y a d'autres instances par rapport à ça. Par exemple, la stratégie nationale bas carbone de la France, typiquement, c'est l'instance qui réfléchit à la manière de mener cette politique et ça ne relève pas du rapport du GIEC. Alors pourquoi est-ce qu'on indique qu'au rythme actuel du réchauffement, on atteindrait 1,5 degré à horizon 2030-2052 la valeur médiane, c'est moyenne, c'est 2040, vous l'avez sur ce graphique-là. Vous avez les changements de température moyenne à la surface de la Terre, donc continent et océan, tous les mois en gris clair. Vous avez notre évaluation de la tendance au réchauffement due aux activités humaines en rouge. Ça augmente au rythme de 0,2 degré, plus ou moins 0,1 degré tous les 10 ans. Si on continue à ce rythme-là, avec cette plage d'incertitude, on arrive à la plage d'incertitude qui est rapportée sur ce graphique entre 2030 et 2052. Donc là, c'est, je pense, assez précis. Donc la deuxième chose, moi je suis extrêmement frappée de vous entendre parler d'impuissance. J'ai 47 ans, le GIEC existe depuis 30 ans. Je pense que vous avez vu passer plusieurs rapports du GIEC qui ont été tous approuvés par le gouvernement français comme les autres gouvernements. Dans chacun de ces rapports, il y a des éléments sur les actions qui peuvent être menées pour l'adaptation, pour l'atténuation. Dans tous les territoires français, il y a des acteurs du changement, dans tous les secteurs d'activité, et vous les connaissez. Donc l'enjeu, c'est de mettre en lumière ces porteurs de changement qui sont créateurs d'emplois, qui sont créateurs de richesses, et de les rendre visibles pour susciter une accélération. Je pense que pour moi, personnellement, comme citoyenne, vous avez une responsabilité extrêmement forte, et vous n'êtes pas impuissant, loin de là. Ce qui est important, je pense, c'est donner à voir ces acteurs de changement, plutôt que de montrer tous les facteurs qui peuvent conduire à l'inaction. Il me semble que c'est un point qui est extrêmement important. Alors je vais revenir sur les différents points qui ont été mentionnés. Alors les émissions de gaz à effet de serre de la France par habitant, c'est de l'ordre, si je ne me trompe pas, de 6 tonnes de dioxyde de carbone par année et par personne. Mais si on prend en compte nos importations, et le bilan net importation-exportation, on est plutôt à 12. Donc ça porte la question de ce qu'on importe, dans quelles conditions.
avec quel bilan carbone, et comment faire en sorte d'améliorer le poids de notre consommation en termes de rejet de gaz à effet de serre, compte tenu de ce qu'on produit chez nous et de ce qu'on consomme chez nous. Le deuxième volet, c'est vous expliquer la difficulté d'être vertueux quand on a l'impression que les autres ne le sont pas. Les émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis diminuent clairement depuis 2005, en particulier du fait d'une transition charbon vers gaz aux États-Unis qui est très nette et qui se poursuit indépendamment de la politique fédérale actuelle. Donc c'est un fait. Les émissions de dioxyde de carbone de la Chine ont fortement augmenté avec sa révolution industrielle au début des années 2000. Lorsqu'elles ont ralenti, ce sont les émissions mondiales de dioxyde de carbone qui ont stagné pendant les dernières années. Il y a des enjeux majeurs au niveau international sur la révolution industrielle de l'Inde. Est-ce qu'elle va se faire avec du charbon ou est-ce qu'elle va se faire avec des renouvelables? Et c'est, je pense, au niveau mondial, l'enjeu majeur compte tenu du poids du développement de l'Inde sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'Inde se pose la question d'une nouvelle révolution. Il y a eu la révolution verte pour l'agriculture. Elle se pose vraiment de manière extrêmement aiguë la question d'une révolution vers, disons, les renouvelables et en particulier l'énergie solaire pour l'électrification des zones rurales et pour améliorer la qualité de l'air qui atteint des niveaux inacceptables dans les grandes villes indiennes à cause du poids du charbon. Donc voilà, ce sont les grands enjeux qui sont là et chacun a une part à jouer. Je pense que jouer sur l'efficacité énergétique, jouer sur l'efficacité agricole, et nous avons des atouts en France par rapport à ça, ce sont des actions de compétitivité internationale qui sont extrêmement importantes. On voit une évolution des consommateurs, on voit une évolution des choix de consommation, et avoir des labellisations des produits vertueux, je pense que c'est un atout extrêmement fort pour les activités du territoire français. Alors, on m'a posé une question sur les territoires à énergie positive. Je n'ai pas suffisamment d'éléments, moi, personnellement, pour vous apporter de réponses, mais typiquement, ça fait écho à ce que ce rapport dit, c'est-à-dire que des politiques publiques concertées entre l'échelon national et l'échelon des territoires, c'est ce qui est vraiment nécessaire pour permettre d'accélérer les transitions, à condition également de donner à voir ces exemples pour qu'ils se multiplient et qu'ils fassent école, finalement. C'est cet enjeu, je pense, que vous avez mentionné et qui est extrêmement important. Vous aviez également des questions qui portaient sur le fait de communiquer les faits scientifiques. Mais vous avez chacun un rôle. Je veux dire, le fait que ce soit l'influence humaine qui soit responsable du réchauffement climatique, c'est une réalité. Le fait que notre rapport soit approuvé par les délégués de tous les pays, y compris les pays dont l'économie dépend entièrement des énergies fossiles, aujourd'hui, ça montre le poids des faits scientifiques. C'est quelque chose qui est une réalité et charge à chacun d'entre nous de la partager avec nos voisins, nos amis, nos relations, nos collègues, parce que c'est important de partager les connaissances scientifiques dans un monde où les fake news prolifèrent. Et puis, il y avait donc la question du commerce mondial, je pense que j'en ai dit un mot. Sur le numérique, comme sur les véhicules électriques, comme sur tous les aspects, ce qui est important, c'est l'analyse complète en cycle de vie. Pas uniquement à la consommation, mais l'analyse complète, production, consommation, recyclage ou démantelage, qui est extrêmement importante parce qu'il y a des leviers d'action dans tous les volets. Et c'est cette analyse en cycle de vie que les consommateurs ont besoin d'avoir mise à leur disposition pour faire des choix qui soient éclairés. C'est vraiment un point qui est essentiel. Et l'ADEME fait un travail formidable dans ce sens, mais il n'est pas forcément visible dans la vie quotidienne. Alors la question du territoire sur le littoral, elle est vitale dans le monde entier, en fait. Particulièrement aiguë pour les petits États insulaires, mais partout. Et les petits États insulaires, ils vont faire face à des risques croisés, et les régions insulaires françaises de basse terre aussi. La dégradation des récifs de coraux, le risque d'augmentation des pluies diluviennes associées aux ouragans, c'est aussi quelque chose qui apparaît dans notre rapport, même pour 1,5 degré de réchauffement. Les ressources en pêche, des pêcheries tropicales, et puis le risque de rareté de l'eau, à la fois par le manque d'eau de précipitation, mais aussi par l'augmentation de la salinité des nappes. Ce sont des enjeux croisés qui sont extrêmement vitaux pour ces régions et importants à prendre en compte rapidement pour maîtriser ces risques. Et finalement, par rapport aux aspects dont on discutait tout à l'heure, je pense que tout l'enjeu, c'est si on agit rapidement, de manière concertée maintenant, on peut avoir une gestion de risque, c'est-à-dire anticiper pour se préparer. Si on n'agit pas, on va tourner à une gestion de crise permanente, chez nous comme ailleurs, avec toutes les intersections possibles. Et c'est ce que montre le rapport. Et pourquoi est-ce que ce rapport est nouveau ?
C'est parce que les gouvernements nous ont demandé de regarder 1,5 degré de réchauffement global. 1,5 degré, on va y arriver bientôt. Ça demande à regarder les risques immédiats. Si on dépasse 1,5 degré, ça demande à regarder les risques supplémentaires, voire irréversibles. Ça nous met finalement à la croisée de 3 risques. Pour moi, c'est vraiment une sorte de quadrature du cercle. Il y a les risques climatiques, y compris les risques irréversibles ou les risques de déstabilisation de société. Ça, c'est le premier volet. Il y a les risques liés à l'inaction aujourd'hui, qui demandera ensuite d'agir plus fort et de déployer des options risquées, comme d'extraire à grande échelle du dioxyde de carbone de l'atmosphère. C'est potentiellement risqué. Et puis, il y a le risque d'une transition maîtrisée, dont on a les leviers aujourd'hui. Et la question qui est posée à tous, c'est quel risque êtes-vous prêt à prendre ? Pas d'autres réponses à ce stade ? Bien, alors on continue les interventions des différents collègues, et j'en ai encore un certain nombre. Monsieur Medevielle. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Masson-Delmotte, pour votre exposé. Bon, moi, c'est une question un peu technique. Bon, je crois que nous sommes tous convaincus, pour la plupart, et nous connaissons la fragilité des océans. Donc, on voit pas mal de rapports. Parler, bon, évidemment, il y a le réchauffement, mais l'acidification des océans, qui paraît quand même très inquiétante, puisqu'on parle d'échéance à 30 ans pour les coraux et certaines populations de crustacés et d'animaux marins qui synthétisent des coquilles calcaires. 30 ans, c'est demain. Si on ajoute les problèmes de pollution en tout genre, ainsi que la surpression de pêche, puisque moins il y a de poissons, plus on pêche, d'après vous, l'hypothèse d'un océan vide quasiment, est-elle crédible à une échéance aussi brève de 30 ans? Merci. Madame Lanfranchi d'Orgal. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame pour votre engagement pour le climat et les travaux que vous avez effectués. Alors vous avez dit les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent cesser d'augmenter puis encore diminuer jusqu'à la neutralité carbone. Alors il y a quand même un constat d'urgence qui est fait et pensez-vous qu'au niveau mondial ou simplement à notre échelle de la France, nous soyons capables de relever ce défi si rapidement alors que ça fait quand même des décennies qu'il y a des alertes, sachant que certains pays refusent carrément une hausse de leurs intentions aussi au niveau mondial. Est-ce que cette dimension catastrophe climatique, je pense que le mot catastrophe est vraiment réel, pourrait être notre futur, et est-ce que cette dimension est prise en compte par ceux qui ont le pouvoir d'agir? Parce que oui, on peut se sentir impuissant, sachant qu'il y a beaucoup de transversalité au niveau des décideurs, et qu'on peut faire un portage politique, on peut avoir la volonté, le courage, comme vous l'avez dit, mais il faut aussi avoir les moyens et les possibilités, les portes ouvertes. Et puis, on en arrive aussi à des situations extravagantes, comme la Cour d'appel de La Haye, qui a condamné quand même l'État néerlandais parce qu'il est mauvais élève en matière de développement durable. Voilà, c'était un constat et des questions. Je ne sais pas si vous pourrez répondre. En tout cas, merci. Merci pour votre engagement. Notre pays aussi est condamné et d'autres instances sont en cours. Monsieur Fouché. Merci, Monsieur le Président. Deux, trois petits points, Madame. Quelqu'un parlait tout à l'heure, un élu ou une élue parlait de convaincre. Bon, aujourd'hui, il y a une insuffisance incroyable de l'information. Ce qui a été annoncé il y a quelques jours est catastrophique. On en a parlé pendant une demi-journée. Aujourd'hui, on parle du gouvernement, on parle de la succession à l'idée, etc. Voilà, tout ça, c'est parti. Alors que c'est quand même 1000 fois plus important. Là, il faudrait vraiment expliquer aux médias qu'il y a des choses plus importantes que tout ça. Le deuxième point, alors il s'agit de vendre, bien sûr. Le deuxième point, moi je trouve optimiste quand vous dites que la montée des eaux, ça sera vers en 2052. Je pense que ça sera beaucoup plus rapide que cela, compte tenu de tous les rapports de ce qui a été dit. Le troisième point, il y a des habitudes humaines qui sera très, très difficile sans doute de changer. Bon, et qui sont en cause du réchauffement climatique. Bon, il y a d'abord de plus en plus de trafic aérien. Il y aura de plus en plus de trafic aérien. On n'est pas prêt d'avoir des avions électriques qui emmèneront des gens. C'est pas pour tout de suite. Ensuite, chacun d'entre nous a des voitures maintenant qui sont climatisées, qui sont polluantes naturellement avec la clim. Maintenant, c'est les maisons qui sont climatisées, de plus en plus. Bon, c'est quelques exemples. Alors, comment? D'abord, qu'est-ce que ça représente comme pollution, tout ceci, quel degré de pollution,
Et comment arrêter tout ça? Comment empêcher les gens d'acheter les voitures climatisées, d'avoir la climatisation dans les maisons? Comment faire? Voilà, je veux dire, on ne peut pas empêcher ça. On pourrait, mais je ne vois pas comment. Merci, Madame Filleul. Oui, voilà, ma question est une question finalement d'interprétation. Madame, merci de votre présentation. Parce que moi, j'ai lu votre rapport un peu différemment de mes collègues, en ce sens que j'y vois des conclusions positives. C'est-à-dire que finalement, si on s'en donne les moyens, il est possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5. Mais j'ai vu aussi par ailleurs qu'il y avait une polémique sur les conclusions du rapport et qui disait que ce rapport était optimiste et que d'ores et déjà il y avait des phénomènes tellement inéluctables qui étaient en cours que ce ne serait pas possible et qu'il était trop tard pour limiter le réchauffement climatique. Donc je vous avoue être un peu perturbée par ces deux lectures contradictoires et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si encore une fois, aujourd'hui, c'est possible, si on s'en donne les moyens. Merci, Madame Sollogoub. Ah, mais j'avais cru comprendre, pardon. Monsieur Houllegatte. Merci, Madame Masson-Delmotte, pour votre enthousiasme. Et je crois que c'est enthousiasme d'ailleurs que vous nous faites partager. Vous nous l'avez dit, donc l'atteinte des objectifs suppose une multitude d'actions qui sont diverses et variées. Et cette multitude d'actions, elle est portée par divers acteurs, les individus en tant que citoyens, les associations, les collectivités locales, les États dans le cadre d'accords. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que cela est suffisant? Est-ce que l'enthousiasme et la mobilisation des uns et des autres, on le voit que ça peut porter du fruit, notamment on en parlait avec mon voisin tout à l'heure en ce qui concerne les États-Unis, on voit que, fin de compte, les décisions de Trump au niveau de l'État fédéral ne sont, entre guillemets, pas de nature à contrecarrer, même si elles ont un effet négatif, mais les initiatives des États eux-mêmes et des villes qui se sont mobilisées. Donc la question, quelle part que l'on doit, d'une certaine façon, laisser à l'enthousiasme, et il faut qu'il y ait une part à l'enthousiasme, et puis de l'autre côté, on est aussi dans une société où il faudra un peu de coercition. Donc quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la création d'un tribunal international climatique? J'ai cru comprendre qu'il y en avait qui étaient sur ce projet, un peu considérant qu'on n'était pas loin d'un crime, si ce n'est pas un crime, mais au moins un délit contre l'humanité, et que c'était répréhensible au niveau des États qui ne respectaient pas les accords, et ainsi de suite. Donc quelle part réservée au punitif, si on peut dire, en sachant bien évidemment qu'il faut en aucun cas baisser les bras sur l'enthousiasme et la mobilisation individuelle. Merci. Je vais donner la parole à Mme Vullien et puis après on répondra à cette série de questions avant la dernière série de questions. Merci, Monsieur le Président. Madame, merci. C'est tout à fait intéressant que ce rapport arrive maintenant. Il fait quand même suite à des rapports précédents, à des travaux précédents. Alors je vais mettre de côté les scientifiques qui ne sont pas tout à fait d'accord et qui parlent, eux, de cycles et de grands cycles, et de dire que finalement, l'activité humaine joue pour peu par rapport au cycle. Je mets ça de côté, parce que je pense qu'on peut agir. Moi, je suis d'une métropole, la métropole de Lyon, où on s'est voulu vertueux déjà depuis plus de 15 ans, où on a fait des plans climat, plans de protection de l'atmosphère, des agendas 21, et comme l'ont dit les collègues, comment on fait pour que les citoyens changent leurs pratiques. Encore faut-il être convaincu que certains changements de pratiques ne sont pas des fausses bonnes idées. On a vu par exemple sur le photovoltaïque que ça a été plus une aubaine financière, quelque chose de soutenu artificiellement avec le prix de l'électricité, etc. Et on voit qu'à un moment donné, on fait marche arrière. Je vois que hier a été signé, et je m'en réjouis, les zones à faible émission. C'est un travail auquel moi j'ai participé il y a 15 ans en arrière avec d'autres collègues sur ce qui s'appelait à l'époque les APA. Je ne sais pas si certains d'entre vous aviez des APA dans vos secteurs. Après, on avait mis les dossiers au fond des tiroirs. Là, ça ressort. Donc, on se rend compte quand même que tout ce qui est mis en action, vous avez évoqué les voitures électriques. Moi, personnellement, je ne suis pas persuadée que ce soit la bonne idée, parce que le bilan carbone, et vous l'avez évoqué, il faut regarder tout le cycle de vie. Ces batteries qui sont produites en Chine, avec des batteries qui peuvent être tout à fait techniquement différentes,
On voit que maintenant, on arrive à des aberrations du style, les bus électriques, on nous interdit de les passer dans des tunnels parce que, suivant la batterie, l'eau fera du dégât ou ne fera pas de dégâts en cas d'incendie. Donc on voit bien qu'il y a un foisonnement actuellement de solutions où on a l'impression quand même qu'on essaye tous d'avancer. Mon collègue Jacquin là, est bien placé pour savoir, et puis avec ma collègue Cartron, on est sur un travail sur c'est quoi la mobilité de demain et l'aménagement du territoire. Et cet après-midi, voilà, il y aura tout un débat avec l'ADEME sur les trottinettes électriques, les gyropodes, etc. Et comment on fait ce partage. Parce que, quand même, ce qu'il faut voir, c'est comment on fait cohabiter tout ça, comment on est en train de dire, vous avez parlé du méthane, alors il y a les fanatiques de dire, il faut plus de viande, il faut plus de ci, il faut plus de... Bon, comment on fait cohabiter tout ça et sur l'ensemble de la planète. Là, on parle de la France, mais comme l'ont dit les collègues, comment on convainc l'ensemble de la planète? Et est-ce qu'on n'est pas quelque part en train de faire des petits essais, des expérimentations, puis de se rendre compte que voilà, les véhicules électriques, je n'ai même pas parlé des métaux rares, ou quelque part, ça va être les Chinois qui vont nous tenir la dragée haute parce qu'ils sont en train de s'emparer de l'Afrique. Donc il faut voir aussi tout l'ensemble. Voilà ce que je voulais vous poser comme question. Merci beaucoup, Madame Masson-Delmotte, donc pour répondre à cette série de questions, si vous le voulez bien. Ça va être difficile en quelques minutes. Donc vous avez souligné la notion de polémique sur les conclusions vis-à-vis, disons, de la possibilité de contenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré. Le travail des chercheurs qui ont rédigé ce rapport, c'est de passer en revue les publications scientifiques disponibles. Et ce qui montre, c'est qu'avec les lois de la physique et de la chimie, ça n'est pas impossible, mais le reste va dépendre des choix qui sont faits partout. Donc on a un libre arbitre, et c'est ce que reflète la conclusion du rapport. Après, j'ai quelques précisions vis-à-vis de ce qui agit sur le climat. Donc, moi, je suis paléoclimatologue. J'ai par exemple publié des travaux récemment sur l'activité des volcans et la variabilité de la température planétaire au cours des derniers millénaires. Je me tiens à votre disposition pour partager ces publications. Une éruption volcanique majeure, c'est des particules dans la haute atmosphère. Elles vont y rester 1 an ou 2 ans. Elles vont avoir un léger effet refroidissant et puis ensuite elles vont disparaître. Et le climat va continuer à réagir à l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre s'ils poursuivent. Donc c'est en fait un espèce d'épiphénomène par rapport à l'effet à long terme des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone qui ont une très longue durée de vie dans l'atmosphère. Donc si on a de la chance et qu'on a quelques éruptions volcaniques, entre guillemets, bien sûr, on va modérer, retarder le moment où on atteindrait 1,5 degré. En même temps, on n'est pas exactement prêt à faire face aux conséquences de quelques éruptions volcaniques majeures, par exemple vis-à-vis de la sécurité alimentaire. Et c'est un point important parce qu'il n'existe pas de préparation à l'échelle internationale pour faire face à des pénuries alimentaires si on a ce type d'événement pour lequel on a des leçons historiques. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il n'y a pas de cycle en jeu dans cette tendance au réchauffement. Alors, je rappelle, nous ajoutons des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La physique, elle est bien connue. Ils empêchent une partie du rayonnement de la Terre de partir vers l'espace. Ils sont responsables d'une accumulation d'énergie dans le système climatique. Donc un réchauffement des basses couches de l'air au-dessus des continents, un réchauffement des océans en surface et en profondeur. 90% de cette énergie supplémentaire, elle a été emmagasinée dans les océans. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. On a cet accumulateur qui est là et qui nous piège dans un climat plus chaud, quoi qu'on fasse. C'est aussi responsable de la fonte des glaces, des neiges, des glaces, des sols gelés, de la banquise arctique. C'est une conversion, en fait, la fonte de glace, de cette énergie supplémentaire. Et la physique, c'est aussi le fait qu'une atmosphère plus chaude, c'est une atmosphère qui peut contenir plus d'humidité, ce qui fait que la même tempête aujourd'hui peut donner lieu à des pluies plus importantes qu'il y a 50 ans. Et le fait d'avoir accumulé de l'énergie, c'est ce qui fait aussi qu'on a un effet disproportionnel entre les événements extrêmes comme les vagues de chaleur et le niveau moyen de réchauffement. Par exemple, pour un réchauffement de 1,5 degré en moyenne planétaire, les vagues de chaleur, elles augmenteront de 3 degrés en moyenne, et encore plus dans les villes. Pour un réchauffement moyen de 2 degrés, les vagues de chaleur, elles augmenteront de 4 degrés, et encore plus dans les villes. Donc il y a des effets amplificateurs qui sont importants à prendre en compte. Alors, sur un certain nombre de points, je pense qu'il y a des questions qui relèvent du droit. La question, par exemple, d'une action sur le droit vis-à-vis de l'action des États ou des entreprises
par rapport au changement climatique. Ça relève de considérations du droit qui sont hors de mon domaine de compétences. J'observe par exemple que les tribunaux américains ont laissé avancer une action portée par des enfants dans différentes régions vis-à-vis du droit fondamental de la Constitution américaine sur la notion de public trust, c'est-à-dire l'importance des pouvoirs publics pour permettre à chacun d'avoir un environnement sain quelque part et à disposer de son héritage culturel. Et donc toutes les instances, tous les tribunaux américains ont laissé avancer cette plainte parce qu'elle est inscrite dans le principe fondateur du rôle des pouvoirs publics aux États-Unis. Et donc le procès devrait avoir lieu, je pense, prochainement. Donc ça ne relève pas de mon domaine de compétences. Je pense que beaucoup de discussions ont porté sur finalement l'action citoyenne, la vie démocratique locale. Je pense que c'est une opportunité d'avoir une vie démocratique. La communauté scientifique, elle peut aider. Les chercheurs français de tous les domaines, les acteurs de transformation partout. Et c'est par exemple la belle réussite d'initiatives comme le Train du Climat. Moi, j'ai eu la chance d'y participer en France et au Maroc. C'est formidable parce que c'est un moment d'échange entre les acteurs du monde de la recherche académique, les acteurs du territoire et les citoyens curieux qui cherchent à comprendre et qui cherchent à trouver des pistes d'action. Donc le Train du Climat, il repart, je pense, en Aquitaine, avec quelque chose qui est vraiment ancré sur les territoires. Et c'est une opportunité formidable d'utiliser ce type d'outils comme un acteur de transformation des esprits, finalement, quelque part, par cette action démocratique d'échange de mondes qui, parfois, ne se côtoient et ne discutent pas ensemble suffisamment. Ce que je voulais également mentionner, donc on a parlé de rupture technologique, quelque part en filigrane. Notre rapport, il est très clair. Il y a un chapitre entier qui est écrit par des spécialistes de transformation, y compris qui ont travaillé sur des transformations historiques, les transformations actuelles, les transformations à venir. Leur analyse, c'est qu'on est devant une rupture qu'ils appellent disruptive sur la production d'électricité par les sources renouvelables dans le monde, par les progrès des techniques, par l'avancement sur la réduction des coûts, et de la même manière par les progrès sur la capacité à stocker de l'électricité. Et typiquement, dans la discussion sur les énergies fossiles, dans certains endroits du monde, on a une discussion sur le charbon propre, c'est-à-dire du charbon avec captage et stockage et enfouissement du dioxyde de carbone. L'analyse qui est faite, elle montre qu'en fait, ce sera un surcoût par rapport aux énergies renouvelables. D'un point de vue de faisabilité économique, c'est moins cher aujourd'hui de produire de l'électricité renouvelable et de la stocker que de produire de l'électricité avec du charbon, d'extraire le CO2, de le capter et de l'enfouir en veillant que ce soit fait de manière durable. Et ça, ce sont des aspects économiques qui sont essentiels, finalement, dans les choix que l'on peut faire pour accompagner ces transitions. Et puis, pour terminer sur la question des villes, elle est importante. On a parlé des régions rurales, bien sûr, et du rôle de l'agriculture porteuse de solutions. Mais à côté de ça, les villes, elles pèsent lourd dans le monde. Elles pèsent lourd sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'empreinte environnementale, sur le commerce, sur la consommation. Et donc, elles ont autant de leviers d'action qui sont essentiels. On est dans un mouvement d'urbanisation sans précédent dans le monde, en particulier dans les pays en développement. La France, elle est bien positionnée sur les acteurs de la conception des villes, de l'aménagement des villes, des services environnementaux dans les villes. C'est une opportunité formidable. Et donc, le GIEC, il a aussi fait, en mars dernier, à Edmonton, au Canada, une conférence internationale sur les villes et les sciences du changement climatique. 700 participants du monde entier, des acteurs de terrain, dans les collectivités locales, des acteurs de terrain dans le monde de l'industrie et le monde académique. Donc on a proposé un agenda de recherche et d'action. Il est dans les décisions de la dernière session plénière du GIEC. Et tout l'enjeu, c'est de le mettre en œuvre, parce que les villes ont besoin de connaissances pour agir. Comme vous l'avez dit, quelles actions mener, lesquelles maximisent les bénéfices, il y a besoin de connaissances. Dans chaque ville française, il y a des universités. Il y a des gens qui peuvent aider à produire ces connaissances. Donc il y a aussi cet enjeu-là, qui consiste à mettre en relation les acteurs du monde académique, les acteurs de terrain, pour définir ce que peut être concrètement un agenda d'action issu des connaissances les plus récentes aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour votre considération. Et puis sur un dernier point qui fait écho à un point qui est important, j'ai envie de dire, c'est concrètement que faites-vous, chacun d'entre vous? Je pense que c'est la première question, c'est la question essentielle. On a tous des leviers d'action qui sont formidables. Et vous posiez par exemple la question, disons, de la caricature. Vous avez posé la question des fanatiques qui ne veulent plus manger de viande. Mais en fait, on a énormément de bénéfices à substituer une partie de protéines animales par des protéines végétales. On a des filières françaises, des filières extrêmement performantes, sans recourir à des importations, des filières qui ne demandent qu'à être soutenues. Il y a des bénéfices pour la santé publique, il y a des bénéfices sur les coûts, par exemple dans les cantines.
Et voilà, donc sans tomber dans la caricature, il y a énormément de leviers d'action qui peuvent être extrêmement vertueux, à la fois pour l'activité économique, pour la santé, pour les coûts, pour les pouvoirs publics, pour les familles et pour chacun d'entre nous. Merci. Merci. Dernière série de questions. Monsieur Mandelli. Oui, merci Président, merci Madame Masson-Delmotte pour cette présentation dont les résultats et les constats sont partagés, en tout cas pour ce qui me concerne. Et effectivement, nous avons chacun une responsabilité individuelle et collective pour tenter de faire évoluer les choses. Moi, je suis optimiste, je suis convaincu que l'homme saura bien sûr s'adapter, puisqu'il le fait depuis toujours, et lutter pour la survie de sa propre espèce. C'est un réflexe de survie, je pense, collectif qui est enclenché durablement par les entreprises, par les collectivités et par chacun d'entre nous. Moi, ma question, elle porte surtout sur un volet qui est rarement évoqué. On sait que ces effets sont dus à l'homme et à son activité ou ses activités. Et la question de la démographie dans un certain nombre de territoires, de continents. Et je vais citer un exemple, celui de Madagascar, qui est un des pays à la fois les plus pauvres du monde, mais aussi l'un des plus vulnérables sur ces questions de changement climatique, puisqu'on note une accélération des phénomènes qui sont plus précoces dans la saison, plus intenses et plus fréquents, notamment en termes de cyclones. La population de Madagascar est passée en 30 ans de 5 millions à 23 millions d'habitants. On déforeste à hauteur de 2% le patrimoine naturel sur l'île, tout simplement pour assurer la survie de l'homme et la femme malgache pour se chauffer et pour faire cuire les aliments. Donc je pense que autant les sociétés et les pays occidentaux développés peuvent aujourd'hui s'adapter, faire face, autant je pense que si nous n'accompagnons pas ces pays et ces régions du monde à s'adapter également, je pense qu'on aura raté à la fois en termes d'équilibre et sur le plan humain l'essentiel de nos actions. Donc je ne sais pas comment, dans le cadre du GIEC, ces aspects sont intégrés, mais ça me paraît essentiel de les aborder. Merci. Monsieur Vaspart. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Moi, je voudrais me faire une réflexion. Ma question était la même que celle de Patrick Chaise concernant l'électricité. Je vais y revenir. Mais notre responsabilité à nous, effectivement, c'est de mettre en place ces politiques publiques. Et évidemment, et en rapport à ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne le changement climatique, c'est vrai que nous avons des décisions à prendre. Nous avons des textes et des lois à voter, des règlements à établir, etc. Et vous avez parlé tout à l'heure d'anticiper ou de risquer d'être en gestion de crise en permanence. J'ai un peu le sentiment qu'on risque d'être en gestion de crise en permanence. J'étais jeudi dernier, je crois que certains d'entre vous iront demain, j'étais jeudi soir, au Salon de l'Auto. J'ai été totalement impressionné, j'y vais pas tous les 2 ans, j'y étais pas allé depuis un moment. J'ai été totalement impressionné par ce que vous verrez ou ceux qui iront verront en matière d'évolution des mobilités. Évolution, notamment, on va, alors je ne sais pas si on va y aller réellement, mais en tout cas, on nous incite à aller vers le tout électrique, avec des phases, bien entendu, avec la phase de l'hybride, etc., etc. Mais on y va. Et moi, j'ai un problème. Nous avions un dîner le jeudi soir, avec les dirigeants de Peugeot, les dirigeants de Renault, et également la plateforme qui a été constituée, qui regroupe l'ensemble des constructeurs automobiles, les équipementiers et les sous-traitants. PFA, présidée par Luc Châtel. À la question précise, comment fait-on pour alimenter en électricité tout ce qui va être à l'électricité dans quelques années, comment fait-on sans réouvrir des centrales à charbon, parce que ça n'a aucun sens, vous l'avez tout à fait dit tout à l'heure. On veut en même temps fermer des centrales nucléaires. On sait que les énergies renouvelables, type éoliennes et panneaux solaires, ne suffiront pas. Comment fait-on? Alors, ce n'est pas directement à vous, Madame, qu'il faudrait poser la question, mais bien entendu au ministre de l'Environnement de notre pays. Mais c'est un vrai problème
Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Donc, il n'y a pas d'anticipation. Et on sait que pour produire de l'électricité, dès lors qu'on décide de construire des équipements, il faut un nombre d'années assez considérable. Car on a des levées de boucliers, on a des recours, c'est excessivement compliqué. J'ai appris également jeudi soir, je te le dis Hervé, c'est intéressant qu'on regarde le sujet de près. Un moteur électrique, il faut 10 fois moins d'heures d'employés qu'il ne faut pour un moteur à explosion. Comment règle-t-on le problème social? Est-ce qu'on l'anticipe et comment on va l'anticiper? Donc toutes ces questions-là, si vous voulez, elles ont besoin de réponses. Et avant, ou au moins en même temps, que le moment où on lance le fait de dire en 2030, il n'y a plus de moteur à explosion. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet social, économique et environnemental, les trois à la fois. Merci, Monsieur Vaspart. Monsieur Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Le lundi 26 novembre au Sénat, et vous êtes tous cordialement invités, on présentera le premier rapport mondial de l'action non étatique, en essayant justement de mesurer la réalité des mobilisations des villes, des entreprises, les dynamiques à l'œuvre. Malheureusement, généralement, je ne suis pas le plus pessimiste de la bande. Ce que nous, on voit aujourd'hui en mesurant ces dynamiques, c'est quelque chose qui n'est absolument pas raccord avec le rapport du GIEC. En clair, on peut effectivement parler de la mutation vers le véhicule électrique, mais les émissions de gaz à effet de serre du transport automobile augmentent à peu près partout. Les SUV deviennent la norme culturelle et ils sont encore à l'essence ou au diesel. Et quand on connaît le temps des politiques publiques, on voit bien que les SUV qu'on vend aujourd'hui, ils en ont pour 12 ans, ça nous mène en 2030. Le temps de faire une vraie mutation, les impacts quantitatifs sont plutôt en 2040. Et je trouve que le scénario 1,5, de ce côté-là, est un peu dangereux. Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus le mot d'impuissance, mais il apparaît tellement en rupture disruptive, comme on dit aujourd'hui, sur un temps court, qu'il apparaît finalement assez peu crédible. Et que donc la réaction à ça, la réaction à l'impuissance, c'est notamment les populismes et la montée vers la guerre. Et je ne crois pas, moi, que les classes politiques du monde, la nôtre comme les autres, soient convaincues de la gravité du changement climatique. C'est un supplément d'âme, mais dans les priorités politiques de chacun, et on en a des exemples au Sénat comme ailleurs, être le porte-parole de son groupe d'intérêt qui a besoin de temps et qui ne veut pas bouger, reste la norme politique, ici comme ailleurs, ce n'est pas spécifique à la France. C'est ça la réalité du monde aujourd'hui. Donc à partir de là, et je suis désolé de ce discours moins optimiste, la question que je pose par rapport au GIEC, et uniquement par rapport au GIEC, c'est est-ce que le GIEC ne se trompe pas finalement dans ses propres stratégies, qui est finalement... parce que c'est toujours aussi un peu un compromis, pas sur les données scientifiques. Je pense que là, le consensus scientifique, même s'il y a encore un peu d'obscurantisme, de climato-sceptique, mais ça diminue, c'est que finalement le GIEC se sent un peu obligé d'essayer de raconter une histoire, et j'ai fait la même chose, et je continue de faire la même chose depuis une vingtaine d'années, donc je connais bien, c'est-à-dire d'essayer toujours de donner une trajectoire d'action qui mobilise sur l'action, sauf que là, on arrive sur des trajectoires qui apparaissent tellement loin des réalités mesurées que ça peut nourrir effectivement le sentiment d'impuissance et le sentiment que c'est la marche à la guerre qui est la réalité du monde d'aujourd'hui, et les votes politiques dans un certain nombre de pays amènent à ça. Donc, est-ce que le GIEC n'aurait pas intérêt, j'ai vraiment deux questions liées au GIEC, est-ce que le GIEC n'aurait pas intérêt à plutôt mobiliser ses moyens sur le compromis plus raisonnable vers un 2 degrés et demi sur 25-30 ans, ce qui est un monde très dur, hein, on est bien d'accord, mais où on voit bien que là, les dynamiques économiques, on peut encore y arriver, et puis peut-être ces dynamiques font qu'on passe un cap et après les températures peuvent rebaisser, plutôt qu'un 1,5 qui honnêtement, là, ce que vous demandez en mutation rapide, est très très loin des dynamiques à l'œuvre dans le monde. C'est la première question. Et surtout, la deuxième question, c'est est-ce que le GIEC
est aujourd'hui l'échelle la plus pertinente. C'est-à-dire, moi, je suis frappé par le fait que finalement, on a cette tentative de création au niveau mondial d'un consensus et de quelque chose de positif qui amène les acteurs à agir, mais que finalement, on a plus besoin de GIEC nationaux ou, dans notre cas, européens. C'est-à-dire d'essayer de voir avec l'ensemble de la communauté scientifique, notamment les sociologues, les économistes, pour faire un peu écho à ce que tu disais, de dire à l'échelle nationale, voilà le consensus scientifique qui là crée un rapport de force politique très différent. Parce que le rapport du GIEC ne crée pas de rapport de force politique. On le voit bien de ce qui a été dit ce matin. Il dit finalement, oui, tout le monde dit c'est super dur et on ne voit pas bien ce qu'on peut faire. Tandis que, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une offre scientifique nationale qui dit, voilà ce qu'on peut faire de manière crédible à l'échelle nationale, et où là, ça force le politique sur une échelle qu'il maîtrise à se positionner. Et un peu la même chose au niveau européen, parce que là, finalement, on est peu éclairé à l'échelle nationale. Merci. Monsieur Huré. Oui, moi je voudrais remercier Madame pour la clarté de vos propos. Et finalement, l'incitation à ce qu'on ne se résigne pas malgré l'ampleur du défi. Ça, je crois que c'est une manière de se comporter collectivement qui est importante. En même temps, s'il faut être déterminé, il faut être humble devant une vraie réalité. D'abord, que représente à l'échelle de la planète la France? Moins d'1% de la population, moins d'1% des terres immergées. Donc ça, c'est une vraie réalité. Et si on ne veut pas que nos comportements soient vains et nos modifications par rapport à nos consommations soient vaines, par rapport à ce combat contre le réchauffement climatique, il faut absolument que les choses soient portées et relayées dans le cadre d'une autorité mondiale. Parce que si nous n'avons pas une autorité mondiale, en tous les cas, un début de gouvernance mondiale dans le domaine de l'environnement, les pays qui s'affranchissent de cette préoccupation continuent à venir pénaliser par la vente de leurs produits chez nous ces pays qui font effort. Donc là, il y a une vraie réalité. Après, et vous l'avez bien expliqué, les uns les autres le disent aussi dans leurs interventions, derrière cela, c'est un problème d'éducation, une modification de nos comportements. La cible la plus efficace pour aller plus vite, c'est la jeunesse. Ça commence à l'école, ça commence au niveau de l'enfance. Vous avez abordé une question et un des aspects positifs de nos changements de comportement, c'est les aspects sur la santé. On n'en parle pas assez, mais on voit que des modifications de nos consommations énergétiques, directes ou indirectes, ont des impacts directs sur la santé. Et ça, pour la sensibilisation de nos concitoyens, je pense que c'est un créneau très positif. Je crois qu'en fait, il faut qu'on arrive à sortir de cet aspect, en tous les cas ressenti comme tel, punitif, répressif par rapport à l'environnement, pour entraîner un enthousiasme. Ça, il faut absolument. Et c'est vrai, vous l'avez dit à un moment, vous avez répondu, je ne sais plus auquel de nos collègues, moi, je reste enthousiaste, nous avez-vous dit, parce qu'il y a des choses qui sont effectivement. Alors, en même temps, il faut qu'elles soient bien relayées. Après, je ne suis pas un climato-sceptique, beaucoup s'en faut. Mais je suis retombé il y a quelque temps sur des publications d'organismes pas comme le vôtre, parce qu'il n'existait peut-être pas. En 1978, on parlait très sérieusement et on nous a sensibilisés. Je dis bien 1978, pas 1800, sur le refroidissement de l'atmosphère. Alors, est-ce que c'est, comme vous l'avez dit à un moment, les problèmes d'évolution des cycles? On le sait, depuis l'an 1 de notre ère, on a eu des périodes de plusieurs années, voire quelques dizaines d'années froides, très chaudes, humides, très sèches, etc. Mais vous l'avez dit à un moment, et je crois que ce serait important de le repréciser,
Ce sont des cycles, mais ils n'empêchent pas le mouvement général de réchauffement climatique. Voilà. Merci. Dernière demande de parole, sauf erreur de ma part, Monsieur Jacquin. Merci, Président. Hier, je me demandais si j'allais pas vous poser la question de savoir si, à faire ce métier, vous n'alliez pas devenir pessimiste, voire dépressif, mais vos réponses sont plutôt éclatantes. Et je salue votre énergie manifestement décarbonée. Il a fallu 30 ans pour venir à bout, ou presque, des climato-sceptiques. Et là, par les travaux que vous affichez maintenant, la question, c'est de savoir comment affronter ceux qui pensent que nous en faisons assez pour notre part, ou même ceux qui trouvent que 24 degrés à une terrasse de café à Paris le 10 octobre, c'est plutôt sympa, alors qu'on est dans une sécheresse épouvantable. Alors moi, je pense comme vous qu'on a là-dedans aussi une responsabilité individuelle et qu'on doit agir à notre niveau au mieux. Et je relais l'information qu'a donnée ma collègue Michèle Vulin tout à l'heure sur le colloque qui se déroulera tout à l'heure dans cette salle à 14h30 sur les mobilités urbaines à l'heure du vélo et des nouveaux engins de déplacement personnel. Alors on est 5 de la commission à travailler dessus. Il y a aussi nos collègues Fouché, Rambaud, plus de Françoise et Michel. Je peux vous dire l'énergie qu'il a fallu pour organiser un petit colloque comme ça ici. Et on a failli avoir une démonstration de ces engins de déplacement personnel sur le parvis de la Cour d'honneur, mais j'ai pas eu les autorisations. Et même pas pour faire une démonstration statique des engins à l'entrée, parce que voir un vélo cargo ou un speed pedelec, c'est ces vélos électriques qui vont très vite. Et on se rendra compte que ce n'est pas qu'une question urbaine et que ça va aller loin en périurbain et même en secteur rural, ces outils-là, et donc que l'affaire est tout à fait sérieuse. Voilà, je ne serai pas plus long là-dessus. Ma question, c'est déjà votre sentiment. J'ai l'impression que nos concitoyens, globalement, sont beaucoup plus prêts à bouger, à changer que le monde politique. C'est un paradoxe, puisque normalement, à un moment, le monde politique, il suit nos concitoyens. Mais il y a beaucoup d'arguments à l'immobilisme. Je voudrais votre sentiment sur cette question-là. Et puis, je rejoins la question de mon collègue Houlgat, notamment, sur quel type d'action à l'international. Est-ce que demain, comme sur le risque nucléaire, il faut imaginer une instance supranationale pour éviter que certains pays ne fassent n'importe quoi? Alors, ça dépasse votre champ, puisque vous avez bien dit que le GIEC était là pour éclairer la décision politique et ne devait pas aller dans le prescriptif, mais vous devez avoir envie de temps en temps de passer à l'action et d'agir concrètement. Est-ce qu'il y a des idées sur ces mécanismes à l'international ou des modèles économiques à développer pour être plus vertueux? Je vous remercie. Bien, merci beaucoup de toutes ces questions. Avant que vous ne répondiez, je vais réitérer les questions que j'avais formulées tout au début sur le fonctionnement du GIEC, le choix des scientifiques et la question des pressions qui ont pu être évoquées dans la presse internationale. Je vous donne la parole, Madame Masson-Delmotte, pour répondre à ces questions. Je réponds à votre question en premier ou en dernier? Comme vous le souhaitez. C'est vous qui êtes libre des réponses, tant au fond que dans la forme. Donc le GIEC, en fait, il est organisé avec un secrétariat d'une dizaine de personnes basé à l'Organisation météorologique mondiale à Genève. Ensuite, le fait de préparer les rapports, c'est mené par un groupe de 34 personnes, les membres élus du bureau du GIEC. Nous sommes élus par les délégués des différents gouvernements. La France a proposé ma candidature comme présidente du groupe 1 du GIEC. J'ai été élue. Et la France met à ma disposition les moyens pour avoir une unité d'appui technique d'une dizaine de personnes basée à l'Université Paris-Saclay grâce au financement de 3 ministères. Et c'est cette unité d'une dizaine de personnes qui, sous contrat à durée déterminée, a préparé entièrement toutes les réunions d'auteurs et toute la mise en forme de ce rapport que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, les membres élus des bureaux du GIEC interagissent avec les délégués des différents gouvernements en session plénière. Ce sont les délégués des différents gouvernements en session plénière qui prennent toutes les décisions, en particulier les décisions de préparer des rapports. Sur la base des nominations qui sont faites par les délégués des différents gouvernements, donc les points focaux, sur la base des propositions également de nomination d'auteurs qui viennent d'organisations observatrices, comme des grands programmes mondiaux de recherche, nous avons des candidatures pour rédiger les rapports. La sélection des auteurs qui rédigent les rapports se fait au consensus par les coprésidents et les vice-présidents des groupes de travail concernés. Ce rapport, c'est la première fois que nous le préparons à travers les 3 groupes de travail du GIEC, les bases physiques, l'adaptation et l'atténuation.
Et donc nous avons sélectionné 91 auteurs sur la base de quasiment 600 nominations. C'est une pression extrêmement forte qui montre à quel point de nombreux chercheurs souhaitaient participer à la rédaction de ce rapport. Il est également nouveau au sens où nous avons des chercheurs de disciplines différentes dans chacun des chapitres. Et les 6 chercheurs qui travaillent en France qui ont participé à la rédaction viennent aussi bien du champ de l'étude de la biodiversité, du climat et des interactions climat-cycle du carbone, de la partie sciences politiques, de la partie sciences économiques ou de la partie sciences sociales. Donc ça reflète vraiment la diversité des expertises qui étaient nécessaires pour répondre à l'invitation de la COP21. Nous n'avons pas choisi de faire ce rapport. C'est une invitation de la COP21. La session plénière du GIEC a décidé de le préparer avec un rapport sur le changement climatique et l'usage des terres qui touche à des sujets comme la désertification, la dégradation des terres, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion durable des terres. Ce rapport-là sera soumis pour approbation en août 2019. Et un autre rapport spécial sur le changement climatique, les océans et la cryosphère, c'est-à-dire la neige, la glace et les sols gelés, que nous également soumettrons pour approbation en septembre 2019, je pense à Monaco. Et puis nous préparons également nos rapports complets, comme d'habitude, les gros pavés, et nous avons déjà démarré le travail pour le groupe 1 du GIEC au mois de juin. Donc ça, c'est vraiment le mandat du GIEC. Donc nous n'avons pas choisi de faire ce rapport, c'est une commande des gouvernements et nous mettons les gouvernements face à leurs responsabilités. Ils ont approuvé ce rapport et c'est un point extrêmement important. Alors tout à l'heure, je n'ai pas répondu à une question sur les océans. Nous avons une conclusion principale et 4 points sur les océans. Je veux souligner que nous ne donnons pas d'échéance de temps, mais nous disons que même à 1,5 degré de réchauffement global, donc à horizon 2040 au rythme actuel, les risques augmentent pour les pêcheries et l'aquaculture à travers les effets du réchauffement des eaux, de l'acidification, du manque d'oxygène, sur la physiologie, la survie, l'habitat, la reproduction, les maladies et le risque d'espèces invasives. Il y a une simulation de pêcherie qui montre une chute de rendement des pêcheries de l'ordre de 1,5 million de tonnes dans le monde pour 1,5 degré de réchauffement global et 3 millions de tonnes pour 2 degrés de réchauffement global. Donc c'est des enjeux sur la biodiversité marine, mais c'est aussi des enjeux pour les rendements des pêcheries et les communautés et les sociétés qui en dépendent. Donc ça, c'était la partie océan. Il y a une question sur la partie démographie. Donc je veux mentionner que dans les rapports du GIEC, on l'aborde avec un volet qui est l'exploration de scénarios socio-économiques. Nous abordons donc l'évolution démographique à l'angle des risques, puisque les risques climatiques sont le résultat de 3 choses. Les aléas climatiques dans chaque région du monde, l'exposition aux risques, donc les populations qui vivent dans les zones à risque, le nombre de personnes dans les zones à risque, et aussi les vulnérabilités qui dépendent des capacités d'adaptation, du niveau de développement économique et des solutions qui sont disponibles. Donc une population qui augmente dans des zones exposées aux conséquences du réchauffement augmente le risque. Par ailleurs, donc sur les émissions de gaz à effet de serre, il y a l'équation la plus connue sur le climat qui s'appelle l'équation de Kaya, qui explique que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est le produit de 4 termes. Le premier terme, c'est la population. Le deuxième terme, c'est la richesse par habitant, le PIB par habitant. Le troisième terme, c'est l'énergie par unité de PIB. D'accord ? Plus vous êtes efficace, plus vous découplez production de richesse et consommation d'énergie. Et le quatrième terme, c'est le contenu CO2 du mix énergétique, la quantité de CO2 par unité d'énergie consommée. Et donc la démographie est un élément comme le niveau de richesse, comme l'efficacité énergétique nationale, comme le poids carbone du mix énergétique national. Dans les scénarios qui ont une forte augmentation de la population et qui ont une forte augmentation de la consommation, il est impossible de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré. Ces scénarios socio-économiques, ils ont des scénarios distribués par région et par pays. Ils peuvent aussi être utilisés sur des scénarios nationaux. Donc, ça permet, en fait, cette approche-là, elle permet d'être extrêmement transparent et de formuler explicitement des hypothèses qui sont utilisées à la fois pour l'évaluation des risques, des dommages, mais aussi pour l'évaluation des options d'action. Alors, sur la partie électricité, je pense qu'il y a des questions qui relèvent de la stratégie nationale. Le rapport du GIEC, il est très clair sur les trajectoires compatibles avec la limite du réchauffement à 1,5 degré. Dans les trajectoires compatibles avec 1,5 degré, les renouvelables sont projetés de fournir entre 70 et 85% de l'électricité en 2050. Pour la production électrique,
la fraction de nucléaire augmente dans la plupart des trajectoires 1,5 degré, mais pas toutes. Et la fraction de la production d'électricité avec des combustibles fossiles avec du captage et stockage augmente dans la plupart des trajectoires compatibles avec 1,5 degré de réchauffement global. Donc c'est ce que je peux vous dire sur les points clés qui sont présents dans le rapport. Il y a également eu des questions sur donc, le positionnement du GIEC. Nous avons été utilisés dans les négociations. Il n'y avait pas d'accord à Paris si on ne nous demandait pas de faire ce rapport, de la part en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables. C'est une demande des pays. Nous fournissons notre rapport et après à voir comment les différents gouvernements l'utilisent ou l'ignorent, je dirais. L'analyse dans notre rapport, elle est imparfaite sur l'action des acteurs non étatiques parce qu'il n'y a pas assez de littérature scientifique. Ce serait vraiment utile d'avoir le monde académique qui fasse des évaluations publiées qui puissent être ensuite utilisées dans les prochains rapports du GIEC. Nos collègues du groupe 3 sur l'atténuation ont changé la structure de leur rapport et vont renforcer l'analyse de justement cette action non étatique et aussi de la marge d'action liée au choix de comportement. Donc c'est vraiment une attente de production de connaissances nouvelles et les choix de financement de recherche, en France comme ailleurs, peuvent accélérer cette production de connaissances. Ce que je veux également mentionner, c'est donc le fait que nous avons des chercheurs issus des sciences sociales qui ont contribué de manière sans précédent à ce rapport. Et je veux lire une phrase qui est importante, qui porte sur l'acceptabilité publique. L'acceptabilité publique, elle peut freiner ou au contraire rendre possible la mise en œuvre de l'accélération des transitions. Qu'est-ce qui compte sur l'acceptabilité publique? C'est l'évaluation que chacun va faire de la perception de l'équité des procédures de décision et la perception de l'équité de la distribution des conséquences attendues des choix et des décisions politiques. Je pense que c'est un point qui est essentiel. On en a peu parlé. Notre rapport y comporte des dimensions importantes sur l'éthique, l'équité, ce que peuvent être des transitions justes, et des transitions justes inscrites dans un cadre démocratique également. Donc, je vous invite à prendre connaissance, par exemple, de notre chapitre 5, qui est celui le plus abouti sur ces dimensions-là. Je partage beaucoup de choses qui ont été dites sur la nécessité d'être humble, sur l'ampleur du défi, sur la mobilisation, en particulier de la jeunesse. Moi, j'interviens beaucoup dans des écoles, dans des universités, dans des grandes écoles, dans des formations professionnelles. C'est très frappant de voir la mobilisation de la jeunesse et beaucoup de jeunes cherchent à aligner leur choix professionnel avec le fait d'être porteurs de solutions. Et ils ont besoin pour ça d'être accompagnés par les pouvoirs publics. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Vous le percevez peut-être aussi parmi vos proches. Je pense également, comme vous, que le pessimisme ou la dépression ne mène à rien dans ce contexte-là, mais que ce contre quoi il faut lutter, c'est l'indifférence ou le fatalisme. Si on vise 1,5 degré et qu'on atteint 2 degrés, on aura réduit les risques. Si on laisse faire, ce n'est pas 2 degrés qu'on aura, c'est beaucoup plus. La trajectoire actuelle des promesses des différents États, ça implique, si les transitions se poursuivent au rythme attendu, par les engagements à horizon 2030, c'est 3 degrés ou plus, il faut être clair. Donc ce que je vous montre là, c'est un zoom sur les risques entre 1,5 degré et 2. Si on n'agit pas dans les décennies à venir, on aura une accélération des risques. Et ça, je pense que vous en êtes tous conscients. Voilà. Et puis pour terminer, je vous félicite de cette initiative sur la mobilité moderne. Étant moi-même exposée à travailler sur le plateau de Saclay, je dois dire que les progrès sur les vélos électriques me permettent d'aller à vélo sans transpirer sur le plateau de Saclay, ce qui est une rupture formidable. Merci. Bien, merci beaucoup, Madame, de votre intervention et de la réponse à vos questions. Ce serait bien qu'on ait une version en français dans des délais raisonnables, parce que pour diffuser et sensibiliser, je pense que c'est plus facile quand on a un document en français qu'un document en anglais. Moi, je crois que, vous l'avez dit et ça a été dit, je crois qu'il faut que chacun se sente concerné, chacun dans son comportement individuel. C'est un peu ce qu'on appelle la technique du colibri. On a tous notre petit rôle à apporter, mais c'est l'ensemble de ces petites actions qui contribuent à éviter ces drames qui nous guettent si on ne fait rien. Et puis je crois aussi qu'il ne faut pas se donner bonne conscience en se disant que de toute manière on est plus vertueux que les autres. Il y a vraiment une démarche collective à
à avoir. Je crois également que le travail est tout à fait immense et qu'il y a un travail de sensibilisation des pouvoirs publics en direction de l'ensemble des acteurs, hein, que ce soit les citoyens ou les collectivités locales. Et je suis étonné d'ailleurs que Ronan Dantec n'en ait pas parlé, parce que c'est un sujet qu'il aborde souvent. Il faut aussi que les collectivités locales reçoivent les moyens nécessaires à assurer cette transition écologique. Et on aura l'occasion d'en reparler au moment de la loi de finances. C'est pour ça que nous sommes un certain nombre, notamment, à demander à ce qu'une partie de la taxe carbone soit versée aux collectivités. Je l'ai rappelé à François de Rugy, que j'ai rencontré la semaine dernière. Les collectivités ont un rôle important à jouer, mais elles ne peuvent pas le faire si on ne leur donne pas les moyens de le faire. Monsieur Dantec veut le dernier mot, mais ça ne se fait pas, Monsieur Dantec. Puisque vous m'avez interpellé, mais ce n'est pas l'interpellation que je réponds, nous avons reçu le 3 octobre une réponse de la chef de cabinet du Premier ministre qui est un refus absolu de la territorialisation de la contribution carbone-énergie pour la transition énergétique, avec l'argument qu'il est plus important de répondre aux trous créés dans les caisses des collectivités par la suppression de la taxe d'habitation. Ce qui veut dire qu'encore une fois, c'est quand même le court terme qui prévaut, et c'était pas il y a quelques années, c'était la semaine de la présentation. Bien, nous aurons l'occasion d'en reparler au moment des débats sur la loi de finances. Madame, merci beaucoup. Je vais demander à Monsieur Bignon de venir